nous, on a eu des changements de vie littéralement avec la formation qu'on propose. Et souvent, les gens me disent « Ah mais en fait, j'ai juste appliqué ce que vous avez dit, quoi. Il y avait rien de secret. J'ai juste fait 3 posts par semaine. Au bout d'un mois, j'en ai fait 4. Au bout d'un mois, j'en ai fait 5. Et puis voilà, j'ai eu des clients. Et puis j'ai mis en avant les témoignages et ça a marché. La vente, c'est avant tout de l'aide. En fait, c'est je t'aide à passer le cap de j'ai peur d'atteindre ces objectifs-là. J'ai peur de m'y mettre. Je suis confronté à plein d'objections dans ma tête qui me limitent. Et moi, je vais t'aider à travers nos échanges à passer ce cap-là. Sam Altman, qui est le CEO de ChatGPT, il a dit que potentiellement, dans le futur, il verrait ChatGPT, Claude et tout vendre de l'intelligence. En gros, il vendrait ton petit abonnement à chat qui te permet de réfléchir sur des tâches basiques du quotidien. Il y a beaucoup de sujets par rapport à l'utilisation de l'IA dans le coaching. Je pense que le truc principal, c'est que ça fait réaliser au coach que le vrai produit que vous vendez, c'est pas la programmation. Salut Théo, bienvenue sur le podcast. Ça fait un petit moment que je suis ton travail maintenant, notamment avec EMF et tout ce que tu proposes, même en termes de petits commentaires, de réactions, etc. Et c'est toujours très plaisant et toujours très très bien fait. Donc je me suis dit ce serait l'occasion d'échanger un petit peu plus sur tout ce que tu fais, parce que tu fais pas juste du média, t'as plus d'une corde à ton arc. Mais en tout cas, merci d'avoir pris le temps et je me réjouis de ce petit échange avec toi. De même, merci. Salut Sean, salut tout le monde. Merci de me recevoir sur le podcast. C'est très cool de passer. J'ai écouté un nombre de podcasts de toi impressionnant au fil des années. T'as reçu tellement de monde. C'est vrai que quand on s'est contacté, t'étais au 300e, il me semble. Et tu m'as dit oui, j'en ai encore. Et je me suis dit, putain, 300 podcasts, c'est impressionnant. Donc bravo pour tout. Et puis ouais, pareil, hâte d'échanger en tout cas. Je voulais commencer aujourd'hui, Théo, par parler de la place de l'image de marque dans le coaching en 2026, à ton avis, pour les coachs qui nous écoutent et qui essaient de faire quelque chose qui se différencie un petit peu de la concurrence. Comment toi, tu vois l'image de marque pour les coachs cette année et pour les années qui viennent? La réalité, c'est que l'image de marque, c'est un peu tout ce qui va nous rester, malheureusement. Tu vois, une fois que Sean, Claude aura pris tous tes travaux sur la physiologie, tous tes travaux sur les progressions au rameur, les progressions au bike, il sera capable de les recracher à moindre coût et quasiment gratuitement, parce que la réalité, c'est qu'un abonnement Claude à 20 €, c'est quasiment gratuit, tu vois, pour tout ce que tu peux faire pendant tout un mois. Et le jour où toutes les applications auront tout ce savoir-là et seront entraînées sur tout, la seule chose qui va vraiment différencier un coach, c'est l'image de marque qu'il a construit et la confiance, la trust qu'il a construit au fil des années. Donc en réalité, la place de l'image de marque, pour moi, il y a 5 ans, je t'aurais donné une autre réponse. Je t'aurais dit, d'abord c'est les compétences, d'abord c'est le savoir, d'abord c'est la capacité à faire. Ça, maintenant, c'est un peu des prérequis, tu vois. C'est un peu comme une voiture qui dirait que ses pneus ne crèvent pas ou que son moteur va tenir 10 000 km. Ça fait partie du jeu, tu vois. T'es obligé. En marketing, on appelle ça permission to play values. C'est genre comme si tu dis un t-shirt, il est de bonne qualité, un jean, il se déchire pas. Ça fait juste partie du jeu. Et maintenant, pour les coachs, un gros moyen de se différencier, c'est en travaillant leur image de marque. Travailler leur image de marque, ça veut pas juste dire avoir des visuels stylés, ça veut dire avoir vraiment quelque chose qui se dénote du reste et construire sur leur capacité à délivrer leurs promesses. Je pense que c'est le truc principal qu'il faut se dire, c'est si je viens chez toi, j'ai besoin d'avoir la certitude, via tout ce que je perçois de toi à droite à gauche, que tu es compétent pour m'amener là où je veux aller, que ce soit perdre du poids, dans ton cas, passer un seuil en FTP, ou passer un Ironman, ou passer un triathlon, ou passer un step-up au niveau du CrossFit, passer dans les 10% au quart de finale, ou être qualifié sur des grosses compétitions. Et ça, c'est le plus dur à faire, en fait, parce que c'est vraiment un travail de long, et c'est un travail qui se construit sur les années. Donc, tu veux que j'entre dans les détails sur un peu un tutoriel, ou dis-moi? Alors avant que tu te lances là-dedans, je veux bien, comme ça les gens repartiront vraiment avec quelque chose de tangible qu'ils peuvent mettre en application de leur côté. C'est marrant ce que tu dis là, ça me fait penser à quelque chose que Gary Vaynerchuk a dit il y a plusieurs années déjà. Je retrouve pas mal de ses axiomes et de ses valeurs dans ce dont tu parles. Pour moi, c'est un gars que je suis depuis plus de 10 ans maintenant aussi, et c'est vrai que il y a peut-être 5 ans déjà, il disait que, en gros, il prédisait un petit peu ce que tu dis là, c'est-à-dire que avec l'avènement de la technologie, en fait, ce qui se passe au fur et à mesure, c'est que on commence à enlever les intermédiaires et que au final, il restera plus que le client d'un côté et la marque de l'autre. Ouais. Avec le minimum de friction entre les deux, du fait de ce que tu as expliqué là. Donc je trouve intéressant qu'on se retrouve maintenant en 2026 dans cette situation et comme tu as dit, le reste c'est presque voilà, c'est des choses de second ordre. Donc, ce qui compte maintenant, c'est l'association que tu as avec la marque, qu'est-ce qu'elle représente pour toi, pourquoi tu paies
paierait 3 fois plus pour une casquette Ferrari plutôt qu'une autre casquette. C'est vraiment cette marque qui fait la différence. Donc, essaye de nous décortiquer un petit peu pour commencer le concept de marque. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, la marque et l'image de marque pour un coach? Alors, brand, alors déjà, l'image de marque, et ce qu'on appelle, souvent les gens me demandent c'est quoi la différence entre branding et marketing. En gros, branding, c'est vraiment qui tu es, quelles sont tes valeurs profondes, qui tu es, qui tu représentes, comment tu te définis. C'est un peu définir ta bio sur Tinder ou sur Hinge, tu vois. Et ensuite, marketing, c'est te faire connaître. Donc, tu prends ça et tu dis, bon, bah voilà, tu vas toquer à des portes et tu dis, bah bonjour, je vends ça. Tu fais du contenu organique, tu fais de la publicité en ligne. Voilà, c'est deux choses totalement séparées. Et le travail de branding, il a plusieurs touch points dans le sens où c'est pas juste, je vais sur mon site et je définis mes valeurs et je les écris bien. Et puis après, je vais sur Insta et puis je fais du travail en organique. En fait, les deux s'alimentent en permanence et tu dois tout le temps être accroché à ce que tu as fait de base, ce travail-là. Jamais le changer. Ça, c'est vraiment ultra important. Jamais le changer. C'est quelque chose qui se fait sur les années. Faire un rebranding tous les 3 ans, c'est t'assurer qu'en gros, ta marque, elle va jamais être connue et ça va jamais dépasser la petite niche dans laquelle tu es parce que les gens vont jamais comprendre, en fait, avec quoi tu raisonnes. Du coup, une fois que tu as fait ce travail-là de branding, tu vas chercher à développer ta marque. Le travail de branding, c'est simple, c'est l'association. En gros, avec toi, Sean, Upside Strength, putain, j'ai toujours du mal à le dire, mais Upside Strength, avec quoi tu es associé, avec quelles valeurs tu es associé, avec quelles connaissances tu es associé. Le très bon test, c'est juste de demander à 10 personnes comment eux te définissent. Et en gros, tu fais ce test-là et déjà, ça te permet un peu de tâter le terrain et de voir comment les gens te perçoivent et du coup réutiliser ces termes-là pour parler de toi-même. Et du coup, tu peux, si par exemple tu dis, bah nous, on est une organisation de coaching, on va avoir un positionnement ultra scientifique, mais quand tu vas voir les gens, ils te disent, bah pour moi, je vous perçois comme une organisation de coaching de grosses brutes où il y a que des grosses barres, des gros WOD et tout, bah tu sais que dans ton positionnement, t'as chié parce que d'un côté, t'as mis tes lettres, un petit peu ton white paper, t'as dit, bah voilà, moi comment je me définis, mais en fait, t'es perçu d'une autre manière. Donc du coup, faut que tu réajustes les deux. Et le branding, vraiment le travail de branding, comme le définit le mec pour moi le plus influent dans ce travail-là vraiment de brand, c'est Martin Neumeyer. C'est un gars qui à l'époque, tu sais, dessinait les jaquettes pour vendre soit des jeux, soit des logiciels. Et donc à l'époque, c'est simple, t'entrais dans un magasin et tu n'avais aucune autre info sur le logiciel à part ce que tu voyais sur la jaquette. Donc imagine le Tu regardes challenge que la boîte, c'était. quoi. Ouais, Ouais, c'est ça. imagine le challenge que c'était d'arriver à acheter ça juste en faisant confiance à la boîte. Donc du coup, c'est un gars vraiment qui a écrit plusieurs livres là-dessus. Le plus connu, c'est Zigzag, je crois, et je crois qu'il y en a un autre, c'est What is Branding, mais enfin pour les gens qui sont intéressés. Et du coup, lui définit vraiment le branding comme ce que tu ressens dans tes tripes quand tu entends parler de quelque chose. Quand tu entends parler de Louis Vuitton, à quoi tu penses? Réfléchis à ce qui vient dans ton cerveau. Quand tu entends parler de EMF, quand tu entends parler de Tesla, quand tu entends parler de Sean, à quoi tu penses et qu'est-ce qui résonne avec toi? Et du coup, le branding, c'est ça en fait, c'est vraiment euh, définir ces valeurs-là et t'associer que tout le monde te rapproche tout le temps à ces valeurs-là, sans arrêt. Mais c'est un travail qui peut durer sur les années, vraiment, voire sur les décennies. Et ce que tu as dit là, je pense que c'est super important, pas pour les coachs, mais ça s'applique de manière plus large à toute personne qui veut faire croître un petit peu son activité. Le fait de poser des questions à ton audience. Mm. Ça, je pense que c'est quelque chose que on se pose pas, nous, assez la question de se dire, voilà, qu'est-ce que je peux demander aux gens qui m'écoutent déjà et qui me suivent et qui peut-être avec qui j'interagis déjà Ouais, ou qui sont déjà clients chez moi. Souvent, on est trop concentré sur acquérir plus de clients, etc. Alors que exactement. poser plus de questions aux gens avec qui on bosse, avec tes clients de coaching pour savoir encore une fois comment ils t'ont trouvé, Mm. qu'est-ce qu'ils aiment bien dans ta manière de travailler. Et comme tu as dit, ça, c'est les arguments que toi, tu peux réutiliser ensuite Ouais, parce que c'est les mots que le public utilise pour te exactement. définir. On a souvent cette vision qui est un petit peu décalée au final, hein, parce qu'on vit dans nos têtes toute la journée, Mm. on parle avec nos mots, on apprend ce qu'on apprend, on sait ce qu'on sait. Mm. Et souvent, bah, par exemple, les coachs, je pense que souvent, on pense qu'on n'en sait pas assez, on pense qu'on doit toujours apprendre plus. Alors, il faut continuer à se former, on est d'accord. Mais concrètement, par rapport à la personne moyenne vis-à-vis de l'activité sportive, Mm. on connaît déjà tellement de trucs Même trop. que, même trop, à tel point que ça devient presque néfaste dans les Ouais. échanges qu'on va avoir. Parce que quand tu te rends compte la simplicité des questions que la majorité des gens se posent et auxquelles tu dois répondre au final, bah, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Ouais. Et t'as pas besoin de faire 5 ans d'études de plus pour pouvoir les aider, quoi. Il y a plusieurs trucs trop intéressants dans ce que tu as dit, j'ai envie de rebondir sur tout. En gros, déjà, moi, tu vois, quand j'ai rejoint les gars, donc moi, mon projet fil rouge depuis toutes les années, c'est EMF Training. En gros, c'est un Mm. peu là où j'ai commencé à travailler dans le market et le branding, à faire des posts, à travailler dans ce milieu-là sur Instagram. Et le premier truc qui m'a choqué avec eux, c'était à quel point leur niveau de langage était décalé du taux d'absorption, en gros, de la capacité à comprendre
de l'audience et des clients, même des clients qu'ils avaient, dont j'étais un des premiers clients à être en suivi individualisé. Et en fait, ils me parlaient avec des termes, je leur disais, mais les gars, on ne comprend rien, quoi. Enfin, c'est vraiment, et je leur dis, enfin, c'était vachement brut, parce qu'en fait, à l'époque, le fond était très bon. Genre, on sentait, même moi qui avait aucune connaissance dans ce milieu, je sentais qu'ils savaient des choses et que il manquait pas de connaissances, en gros, que c'était pas des charlatans, mais je voyais qu'il y avait vraiment un trop gros niveau de décalage. Et c'est quelque chose que je retrouve encore vachement aujourd'hui, mais même dans la mentalité coach, nous, tu sais, on propose une formation qui s'appelle EMF Education, et du coup, je me retrouve souvent à faire des appels de closing, à discuter avec les gars qui veulent rejoindre, et ils me disent, j'en ai beaucoup qui me disent, ouais, bon, moi, je t'avoue, ta partie marketing branding, elle m'intéresse pas trop, moi, c'est plus les connaissances. Et ils ont un point en commun, tous les coachs qui me disent ça, ils ont moins de 5 clients et ils vivent pas de l'activité, tu vois. Et tous les coachs qui en vivent me disent, bah, moi, évidemment, les connaissances de Ruben et Jules, elles m'intéressent, mais c'est surtout ta partie que je veux savoir. Parce que souvent, je dis pas que ma partie casse tout et au-dessus de tout le monde, tu vois, mais c'est juste que c'est souvent ce qui leur manque. Et de toute façon, tu l'as très bien dit, une fois que tu as ton bagage de connaissances qui te permet de faire passer un athlète, pour la plupart des coachs, ça va être le faire passer d'un niveau inter à RX. Qu'est-ce qui manque en réalité? C'est pas faire passer un athlète de RX à un niveau games, parce que enfin, t'en auras jamais entre tes mains, probablement si t'es dans ta première année de coaching. Et en plus, il y en a très peu. Et même le peu qu'il y en a sont probablement pas prêts à te payer en plus, tu vois. Donc du coup, qu'est-ce qui te manque? Bah, la capacité à être plus connu par ta base d'athlète inter-RX. Et ça, les coachs ont un peu du mal à le cerner, mais les mentalités commencent à évoluer par rapport à ça, et ils commencent à comprendre, bah voilà, avec tout le contenu éducatif qui sort, que tu dois abaisser ton niveau de langage, abaisser le niveau de compréhension de tes postes, abaisser aussi l'expertise que tu mets en avant, parce que ça, c'est des problématiques, toi, auxquelles tu es confronté, et les gars aussi, mais des fois, avoir un athlète et le mettre sur des programmations trop avancées, des trucs trop complexes, avec trop de pourcentages, trop de RPE dans tous les sens et tout, en fait, toi, t'as étalé ta science, mais lui, il a pas reçu derrière. Ou rebondir, parce que encore une fois, il y Il y a a trop plein de de choses trucs. intéressantes. Un truc sur lequel je voulais revenir, un parallèle, je pense, très très simple qu'on peut faire avec l'entraînement. Je dis tout le temps, une des phrases que je répète à longueur de journée, le meilleur entraînement, c'est celui que tu n'as jamais fait ou que tu n'as pas fait depuis un bon moment. Mm. Et je pense que au niveau macro de l'entrepreneuriat, pour les coachs, on peut se poser la même question. En gros, quel est l'aspect de ton business sur lequel tu n'as pas bossé ou que tu n'as pas touché depuis longtemps? Et si tu dis, c'est comme la personne qui dit, voilà, je suis très mauvais en force, il y a des chances que tu dédies pas une majorité de tes entraînements sur la force, C'est alors clair. que tu en aurais certainement besoin. Et pour le marketing et le business, je retrouve ça aussi dans les gens avec qui je bosse, dans les coachs avec qui je bosse, c'est que typiquement, il y a des gens qui ont une appétence pour ça, il y a des gens qui peut-être ont un background dans la vente, etc. Donc ça peut les aider aussi. Et il y en a qui veulent pas en entendre parler. Mm. Et ce que je leur dis souvent, c'est comment tu peux, à longueur de journée, enseigner aux gens qui sont capables de faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire hier, qu'ils ne pouvaient pas faire l'année dernière, et toi, juste dire de manière arrêtée, je suis mauvais en com, je suis mauvais en business, et puis ça ne m'intéresse pas de le développer, en fait, parce que je ne fais pas ce métier pour ça. Mm. Mais en fait, c'est la porte d'entrée pour aider plus de monde. C'est la Clair. porte d'entrée pour faire du meilleur taf, pour acquérir plus d'expérience, et au final, parce que je pense que les coachs ont quelque chose en commun quasiment tous, c'est qu'on est tous là pour aider le prochain. On est tous là pour aider quelqu'un, on vit pour ça au final. Mm. Mais à un moment donné, il faut bien que tu vives toi aussi. Et donc, il faut se dire, si tu fais un taf de qualité dont tu es fier, eh ben, tu te dois de le mettre en avant et tu te dois d'apprendre à développer les compétences, pas juste les connaissances de l'entraînement du terrain de la physio, mais les compétences pour mettre en avant ce que toi tu fais bien Mm. pour aider encore plus de monde. J'interromps cet épisode pour te parler du sponsor de ce podcast, All You Need Nutrition. All You Need, c'est la marque de compléments de haute qualité made in France pour ceux et celles comme toi et moi qui s'entraînent sérieusement. Personnellement, j'utilise leur créatine, leur collagène et leur whey dans tous mes shakers d'entraînement. La whey se mélange vraiment très très bien et elle a un bon goût chocolat, pas trop sucré. Et tous les soirs, je me fais une petite tasse avec leur Night, petite tasse d'eau chaude, ça passe bien, c'est presque comme un thé avec toutes les bonnes choses qui m'aident à bien me reposer et à bien dormir. D'ailleurs, j'en ai plus, il faut que j'en recommande. Et si toi aussi tu veux passer commande chez All You Need, je t'invite à utiliser le code UPSIDE, UPSIDE, pour bénéficier de 10% de réduction sur ta commande. Merci All You Need pour le soutien avec le podcast et sans plus attendre, retour à la conversation. C'est quasiment égoïste, en fait, de pas le faire. Moi, c'est Ouais. vrai que c'est un truc que j'ai dit pas mal récemment. Je leur ai dit, mais en fait, tu as des compétences de fou et puis tu les mets au profit de personne parce que personne te connaît, puis tu peux pas en vivre et puis c'est compliqué. Donc, ouais, il y a vraiment plein de sujets là-dessus et j'encourage vraiment je sais qu'il y a pas mal de coachs qui t'écoutent évidemment à aller vers des formations
et des livres éducatifs là-dessus et surtout le mettre en pratique. Parce que vraiment, nous, on a eu des changements de vie littéralement avec la formation qu'on propose. Et souvent, les gens nous disent, ah, mais en fait, j'ai juste appliqué ce que vous avez dit, quoi. Il y avait rien de secret. J'ai juste fait 3 posts par semaine. Au bout d'un mois, j'en ai fait 4. Au bout d'un mois, j'en ai fait 5. Et puis voilà, j'ai eu des clients. Et puis j'ai mis en avant les témoignages et ça a marché. Et une leçon un peu d'humilité que j'ai prise bah, justement en faisant un call EMF Education, c'est moi j'ai beaucoup de mal avec le closing. J'aime pas ça. Je suis à l'aise, mais j'aime pas suivre un script. Je trouve ça bizarre. J'ai toujours l'impression de dépasser un peu ce que je suis censé faire et tout. Et en gros, j'ai fait 2 appels de closing quasiment back-to-back, un à 15 heures, un à 16 heures. Et le premier, je me suis dit, non, je suis pas le script, je suis pas ce qu'il y a écrit sur la feuille, et j'y vais comme ça. C'est-à-dire, j'y vais au feeling, je fais, bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé à la fin, ça n'a pas marché. Juste après, j'en fais un avec un gars, et je suis vraiment pas à l'aise parce que je suis le script. Mais du coup, je dis exactement les phrases qu'il faut dire et tout, puis je rebondis, il me donne telle objection, je rebondis et tout, et j'étais vraiment pas à l'aise, je me suis dit, mais ça va jamais marcher, enfin, c'est pas possible. Et à la fin, il me dit, bon, t'as raison, en vrai, je vais prendre. Et c'est là où je me suis dit, bah, en fait, oui, j'ai refusé, au final, faire à ma manière, ça m'a apporté du confort parce que bah, j'étais à l'aise en le faisant, mais pas de résultat. Et le faire à la manière du script, j'étais pas confort quand je le faisais. Par contre, j'ai eu le résultat. Et c'est un peu la même chose à l'entraînement, la même chose dans le coaching, la même chose dans l'entrepreneuriat. À un moment donné, tu es obligé de sortir de ce que tu sais. Et bah, parfois, ça veut dire te mettre facecam avec un micro. Parfois, ça veut dire une méthode RPE alors que toi, tu es full pourcentage normalement. Tu vois, enfin, ça se duplique à plein de trucs de la vie, quoi. Si on reste sur l'aspect de la vente un petit moment, parce que je pense que c'est un sujet qui est peut-être inconfortable pour pas mal de coachs, du fait peut-être du manque d'expérience Ouais. et du fait que ça commence même, je dirais, c'est un spectre, hein, mais ça commence à ressembler presque à de la manipulation psychologique selon la manière dont tu vas t'exprimer et qu'est-ce que tu vas faire dans quel sens. Tu as parlé de script, d'organiser le processus. Euh, pour faire très très simple, en survol de 10 secondes, c'est demander pourquoi les gens ils sont là, voir quels sont leurs objectifs, voir qu'est-ce qu'ils n'ont pas réussi à faire dans le passé, les problèmes qu'ils ont rencontrés, qu'est-ce qu'ils pensent devoir faire pour y arriver, et ensuite leur vendre la destination plutôt que le voyage. Parce que comme dit Hormozy, tu veux pas vendre le fait que tu vas passer 5 heures dans un bus, et puis après 8 heures dans un avion, puis après tu vas perdre tes bagages. Non, tu veux vendre la plage, tu veux vendre le soleil, etc. Euh, comment toi tu, on va dire, relativises ou tu le fais en bonne conscience, Mm. de te dire, parce que je pense que c'est un dilemme. Moi, c'est un dilemme que j'ai aussi, et j'ai mon idée sur la question, Tu mais fais j'aimerais du bien closing, avoir la toi? tienne. Ouais, je fais ben, j'appelle pas ça du closing parce qu'à l'heure actuelle, j'essaye de vraiment structurer ce que je fais au niveau du mastermind et donc la formation que je donne. Et donc, pour moi, je fais un entretien de préformation. Ok. Et donc, si après on est aligné ou pas, après c'est juste des mots, hein, mais Ouais. est-ce qu'on est aligné ou pas avec le projet, avec tes prérequis, avec ce que tu cherches à faire, avec Mm. la disponibilité que tu vas avoir dans les 3 prochains mois. Donc après, encore une fois, ça dépend comment on le nomme. Mais ouais, j'aimerais bien avoir ton avis sur voilà, le fait d'utiliser en gros des stratégies, des méthodes de vente qui peuvent paraître pour certains de la Ouais. manipulation. Et peut-être que y a des coachs qui se sentent simplement mal à l'aise du point de Mm. vue de la vente à cause de ça. Comment Ouais. tu t'abordes Ouais, ce ouais. sujet? Bah, super intéressant. Juste une petite question. En gros, l'entretien préformation, il vient avant le paiement, du coup, chez toi. Oui, Ok, d'accord. Et ensuite, tu leur dis le prix et puis ils achètent. ils savent le prix même Ok. Ouais, ouais. avant de venir à l'appel. Ok, Ouais. ok. Ouais, alors, pour le closing et la vente en général, en fait, moi, un bon reframe qui m'a servi et qui vient d'ailleurs des bouquins d'Hormozy et tout, c'est que la vente, c'est avant tout de l'aide. En fait, c'est je t'aide à passer le cap de j'ai peur d'atteindre ces objectifs-là, j'ai peur de m'y mettre, je suis confronté à plein d'objections dans ma tête qui me limitent, et moi, je vais t'aider à travers nos échanges à passer ce cap-là. C'est pas, tiens, cette canette coûte 10 euros, je vais te la vendre, et puis voilà, tu vois, et je te donne un truc rempli de sucre. C'est vraiment, je t'aide à atteindre tes objectifs et à passer au-delà d'un mur. Et une fois que tu as compris ça, si tu crois vraiment en ton produit et en l'accompagnement que tu fais, normalement, tu aucun problème à amener la personne vers la destination. Il y a les 5 objections classiques à contrer quasiment à chaque fois, il y en a toujours une qui sort. Ça, j'ai pas tu vois, je pourrais pas te les lister ni te faire les réponses à chaque fois. Mais globalement, j'ai pas le temps, je dois en parler, je dois réfléchir, je pense pas que c'est fait pour moi et c'est trop cher. Donc à chaque fois, on appelle ça des objections parce que c'est pas la réalité, c'est-à-dire que c'est souvent des excuses pour se dédouaner d'un problème plus profond. Donc par exemple, la personne va te dire c'est trop cher, mais en fait c'est parce qu'elle a pas compris vraiment ce que tu allais lui apporter. Il va te dire je vais en parler à ma femme, c'est parce qu'en fait même lui il est pas convaincu du sujet. Donc du coup les objections à chaque fois, si je peux donner un petit conseil au coach, c'est jamais entrer en confrontation.
Jamais non, mon produit il est au bon prix, je vais passer 4 heures par semaine sur ton coaching, tu peux pas me dire ça parce que souvent c'est ce qui se passe. C'est je comprends, je crois que c'est clarifier. En gros, tu dois clarifier ce à quoi il te répond. Donc tu lui dis, ok, je comprends, c'est normal. On a tout le temps des gens qui doutent par rapport au prix. D'ailleurs, ça correspond aux gens qui finissent par venir sur la formation. Et ensuite, on repropose la vente. Et en gros, on essaye de cheminer comme ça, tout en expliquant au prospect que ces objections, elles sont normales et que ça fait partie du process. Mais voilà, la vente, c'est vraiment pas quelque chose de... C'est vrai que même le mot est souvent... c'est des vendeurs, un peu vendeurs de tapis, marchands. Ça le fait pas. Enfin, la connotation est mauvaise en français, alors qu'en fait, c'est juste de l'aide et de l'accompagnement vers l'objectif de la personne. Ouais, et ça, je pense que c'est super important que les coachs le comprennent. C'est que si, encore une fois, tu es fier de ce que tu fais, que tu sais que tu aides des gens, et si tu le sais pas, ben, demande des témoignages. Si t'as pas de témoignages, demande-en plus. Ah oui, Si t'en as, demande-en encore plus. Et si t'es pas sûr de toi, va relire tes témoignages parce que ça va te donner l'assurance que tu sais ce que tu fais et que tu peux aider les gens. Mm. Et en gros, à mon avis, pour moi, c'était ça le déblocage ou la justification de le faire. C'est que je le fais en sachant que je vais apporter quelque chose à la Oui, personne. c'est ça. Ça m'arrive à chaque fois que je lance une formation, ça m'arrive de dire à des gens, peut-être que c'est pas le bon moment pour toi. Mm. Ou C'est alors, bien. ça a rarement été le cas que je dise c'est pas la bonne formation. Non, c'est vrai, c'est pas vrai. Je l'ai dit à quelqu'un il y a un an en arrière. La personne est venue, on a fait l'entretien de préformation et au final, elle avait mal compris en fait, et ça c'est ma faute. Elle avait mal compris en fait ce que ça engageait. Elle était plutôt focalisée sur le profilage. Et je lui ai dit ah non, en fait, ce qu'il te faut, c'est pas le mastermind, c'est peut-être plutôt mon guide complet sur le profilage lactate, parce que c'est Ouais. ça que t'es là pour ça. Mm. Alors oui, je peux te vendre ce plus gros truc et puis faire plus de mailles, mais c'est pas le but. Le but, c'est de pouvoir t'aider à la hauteur de tes besoins. Et donc, comme tu as dit, c'est de l'aide si c'est fait en bonne conscience, avec bienveillance, Mm. avec pas comme objectif de juste de l'extraction de fonds de la personne qui est en face. Non, c'est un échange et toi, tu vas donner de la valeur au moins à la hauteur de ce que les gens payent, Ouais, idéalement au-delà. plus, ouais. Voilà, pour justifier ce qu'ils ont payé et pour faire en sorte que la personne, tu puisses vraiment les aider. Et ça, je Mm. pense que c'est vraiment, encore une fois, c'est important qu'on devienne compétent là-dedans en tant que coach parce que ça nous permettra d'aider plus de monde, ça te Ouais. permettra toi de mieux vivre de ton activité et au final on l'espère en tout cas, rendre le monde meilleur avec des gens plus en forme, plus en santé, plus confiants, plus contents, etc. Non, mais c'est clair, 100%. Et il faut investir vraiment dans cette compétence. Et à partir du moment où tu y arrives, c'est comme si tu débloquais un skill magique, quoi. C'est comme si d'un coup, tu gagnais 30 secondes ou 45 secondes au kill sur ta foulée, juste en changeant un tout petit truc, tu vois, d'un coup. Et là, c'est pareil. Et puis en fait, moi, c'est juste la promesse, elle est folle parce que tu te dis, là, il y a pas mal de coachs qui en vivent soit difficilement, soit n'en vivent pas encore, ont encore un taf à côté et veulent justement passer, comme sur toi et les gars de MF, sur du full en ligne ou même des propositions autres, tu vois, ou développer leur truc. Et vraiment, la barrière à l'entrée, c'est la capacité à vendre, c'est tout. Parce que même si tu as la meilleure com du monde, au bout d'un moment, tu vas te retrouver en appel comme ça avec quelqu'un en face et tu peux pas, je veux dire, même avec les meilleurs process, une personne, si elle vient à te payer 150, 200 euros, 300 euros par mois, il va falloir que tu arrives à la convaincre. Pour continuer sur le sujet des coachs et de tout ce qui tourne autour de leur activité, si on parle maintenant du coaching, on va dire que les gens qui nous écoutent, ils sont peut-être principalement coachs, c'est leur activité, faire du one-to-one. Quelle est ta perspective aujourd'hui entre essayer d'acquérir plus de clients et diversifier ses activités, par exemple en proposant du coaching à distance ou de la programmation à distance, en plus du one-to-one, d'aller chercher peut-être d'être ambassadeur pour une marque et essayer de vendre des compléments, etc. Qu'est-ce que tu vois déjà avec les coachs que tu accompagnes, que vous accompagnez, et à ton avis, quelle est la bonne démarche pour continuer à développer ces activités aujourd'hui? Alors pour moi, je vais parler d'expérience, mais en même temps, ce que je conseille à tout le monde aujourd'hui, parce que je pense vraiment que c'est le meilleur chemin, et je suis chaud d'avoir ton avis sur le sujet aussi, parce que c'est une question que je me pose. Pour moi, quand tu débutes, tu dois vraiment te concentrer sur apporter le plus de valeur possible au plus petit nombre de personnes possible. Très souvent, et encore la semaine dernière, tu sais, je fais des appels de 15 minutes comme ça, où j'ai des gens qui viennent, et c'est gratuit, juste pour qu'on discute et tout, et j'ai un coach qui me disait, bah là, j'ai ma box, je lance une prog à distance, une prog standardisée,
Dans la prog, j'ai 2 prog, j'ai une prog genre pour les 1 fois par jour, 2 fois par jour. Je fais du coaching à distance en individualisé et je fais aussi du coaching à distance pour les pompiers, gendarmes et pompiers pro qui veulent passer les concours et tout. Je lui dis, il y a trop de trucs déjà, bon, la base, mais en plus du trop de trucs, je pense que vraiment au début, souvent les coachs veulent commencer par le scale, c'est-à-dire ils voient en ligne des programmations, ils voient Viking, EMF, Molnir, ce que tu veux, ils se disent, waouh, putain, ils ont 100 mecs, 200 mecs, 300 mecs à 50 € par mois, c'est énorme. Si moi je pouvais en avoir 10 déjà, ce serait incroyable. La réalité, c'est que la concurrence, elle est trop haute sur ce milieu. Tu peux pas venir nous concurrencer. Et même nous, on a du mal à concurrencer les Mayhem et les Invictus et les Ben Bergeron et tout ça. Alors, arriver et dire, moi, j'ai une prog standard au même prix que les autres. Sur la mienne, il y a 0 athlète et j'ai 0 crédibilité construite en ligne. C'est trop compliqué. Le gap, il est trop grand. Donc, du coup, ce que je conseille à tous les coachs, c'est vraiment, prenez les gens de votre salle. Vous avez un 10-15% de personnes à peu près qui sont prêts à investir dans une programmation. La programmation, ça peut être de 29 € par mois à 250 € par mois. Prenez ce plus petit nombre de personnes et donnez-leur le service le plus incroyable possible. Vraiment, si vous payez 150 € par mois, donnez-leur l'équivalent de 600 € par mois de valeur. Des séances en one-one, des appels. Au début, votre temps, de toute façon, c'est pas qu'il a pas de valeur, mais il n'est pas pris. Donc, je veux dire, donnez-le. Et ce sur quoi il faut se focus, pour moi, c'est vraiment avoir les plus belles transformations possibles. Parce que c'est de ça, c'est ça qui va vraiment construire en marketing. Il y a un terme qui est pas mal revenu à la mode dernièrement, c'est le moat, c'est les douves en gros autour du château. Et en gros, ce qui va construire ce moat-là, M-O-A-T, c'est quelles sont les preuves et quelles sont les transformations que tu as eues grâce à ton coaching. C'est ça vraiment qui va construire ta crédibilité sur le long. Toi, Sean, on te connaît grâce aux tests physiologiques et à tous ces process-là, et au fait que, tu vois, si je parle de toi, moi, quand je vois Victor, je vois Claudia Gluck, je vois No Shortcut, je vois Luc Minier, je vois Molnir, je vois plein d'acteurs crédibles autour de toi, auxquels tu as réussi à avoir accès, mais avant d'y avoir accès, ce qu'il y avait de toi, c'était surtout des témoignages, en fait. C'était surtout, moi, je suis passé de ça à ça, la formation de Sean en tant que coach, elle m'a fait passer de ça à ça. C'est ça, en fait, qui compte vraiment au début. Et surtout que les gens sous-estiment ça, mais au début, tu peux vraiment trouver des gens qui seraient prêts à te payer 50 € la séance 3 fois par semaine, et juste ce revenu-là peut te permettre de développer autre chose pendant ce temps-là, pendant que tu fais du coaching one-one avec juste quelqu'un qui veut perdre du poids. Donc, t'as tous ces points-là. Au début, c'est vraiment essayer d'apporter le plus haut niveau de service possible, au plus petit nombre de services possible, et en fait, petit à petit, échanger l'échelle, parce qu'au moment donné, ton temps, tu peux pas en donner à l'infini. Par contre, tu peux avoir plus de monde sur un programme spécifique. Nous, on a commencé comme ça avec les gars. Ruben a lancé EMF en 2018. Jusqu'en 2022, fin 2022, on n'avait qu'un service. C'était coaching indiv. Et en 2022-23, on a développé, à l'époque, c'était Excuse My Plan, qui est devenu EMF Compete, notre prog standard. Ensuite, EMF Affiliate, EMF Aerox, EMF Education. Mais tout ça, ça s'est bâti sur vraiment en gros, les preuves et la crédibilité du début. Donc, au conseil pour les coachs, en gros, n'allez surtout pas chercher le scale. C'est intéressant comme perspective et je me retrouve dedans aussi et je pense que ça peut s'appliquer à différents niveaux de développement dans le sens où je pense que c'est le bon conseil pour les gens qui débutent. Totalement. En gros, c'est prends ton cheval de bataille et fais-en vraiment un truc énorme au point où ça te libère du temps pour développer d'autres trucs. Moi, c'est une erreur que j'ai faite au départ, notamment quand j'ai fait la transition entre le coaching, les profilages et après tout ce panel de choses en ligne que je propose, des programmes, des guides et maintenant la formation. C'est que j'ai entendu alors je ne sais pas si c'est ça qui est arrivé pour de vrai, mais d'un point de vue psychologique, le fait que en tant qu'entrepreneur, pour toute personne qui a décidé de quitter un job régulier pour ensuite avoir le choix de se soucier de sa stratégie marketing à 2h du matin n'importe quel jour, c'est ça la réalité de l'entrepreneuriat. En fait, on a été rewarded, on a été encouragé à faire des choses nouvelles. Ouais. Parce que on a quitté notre job, on a commencé le coaching et on a eu de la gratification du fait d'avoir commencé cette nouvelle chose. Et donc en fait, dans notre tête, on se dit ah ok, donc si je fais un truc nouveau, ça marche. Ah puis là si je fais un truc nouveau ça marche. Ah puis là si je fais un truc nouveau ça marche. Le problème c'est que tu recommences à faire des nouveaux trucs perpétuellement. Comme t'as dit, t'as 1000 options, sauf que t'en as aucune que t'as vraiment développée à fond. Et je pense que de se concentrer sur un seul truc et de le faire extrêmement bien, c'est sous-coté en 2026. Pour ma part, aujourd'hui, c'est me reconcentrer sur la formation, sur le Mastermind Endurance. Je fais ça 2 fois par année avec 30 personnes maximum à chaque fois. Je donne, comme tu l'as dit,
dit, je donne tout ce que je peux en termes de valeur, de temps, d'attention et de qualité dans le processus de formation. Et j'aurai plus de temps pour développer d'autres choses après. Mais pour l'instant, en fait, j'ai essayé vraiment de me reconcentrer, de me recentrer C'est très sur dur. c'est un combat de C'est tous les très jours dur. parce que j'ai envie de me poser, de passer 5 heures à faire des edits sur une vidéo sur les filières énergétiques, Ouais, la mise à ouais. jour que j'attends depuis 5 ans. Enfin, c'est tous des trucs. Et c'est un combat Ah, interne, mais oui, c'est horrible. quotidien, perpétuel. Comment tu aides les coachs qui ont, bah, peut-être tu pourras m'aider moi aussi, justement à parler à cette petite voix dans sa tête qui te dit tout le temps, non mais fais ça, ah non mais j'ai vraiment envie de faire ça, vas-y fais ça, vas-y non, vas-y C'est fais-le, c'est bon, tu peux mettre du temps de côté. Si tu es coach prépa physique ou kiné et que tu veux enfin comprendre des termes comme VMA, zone 2 et seuil physiologique dans le cadre de l'endurance, je t'ai préparé un webinaire spécial pour les pros qui dure plus de 45 minutes et qui te permettra d'éclaircir tous ces coins d'ombre ou en tout cas tous ces mythes qu'on entend encore aujourd'hui. Si tu veux accéder à ce webinaire gratuit, il te suffit de cliquer le lien dans la description pour y accéder. Et maintenant, sans plus attendre, retour à la conversation avec Valentin. C'est terrible. C'est pour moi et encore plus à l'ère de l'IA, la distraction, c'est vraiment l'ennemi numéro un de l'entrepreneur. Et c'est l'ennemi numéro un en particulier du coach. Et parce que tu peux tout le temps tout faire. C'est-à-dire que t'as ton beau-frère qui passe à la maison, il te dit, ah bah moi, tu vois là, j'ai envie de me remettre en forme, mais que 3 jours par semaine, et j'ai que 1 heure pour m'entraîner. Et toi, tu te dis, putain, mais il faudrait peut-être que je lance une prog pour lui, en fait. Bon, allez, je vais bosser 2 jours sur une prog. Tu lances un truc, en fait, tu y mets aucune attention, ça décolle pas. En fait, ça décolle pas parce que l'idée est mauvaise. Ça décolle pas parce que tu n'y mets pas assez d'attention, parce que ton attention est complètement divisée en 15 parties différentes. Tu lances un projet et tu t'en abandonnes un autre. Tu as un cimetière de projets derrière toi, fini à 10, 20, 30%. Et en plus, c'est pesant au bout d'un moment d'avoir tout ça. Tu te dis, putain, mais en fait, j'arrive pas, quoi. J'avance pas, je fais que arrêter les trucs et tout. Et j'en suis victime aussi énormément. Je pense que ouais, la distraction, c'est l'ennemi numéro un. Et aujourd'hui, surtout avec Claude, je voulais revenir là-dessus rapidement, mais je vois énormément de gens qui perdent du temps toute la journée avec ces trucs de Claude, de dashboard, de je fais une app, de machin. Alors, j'ai passé le week-end sur Claude. Mais en fait, est-ce que tu as vendu un truc en plus? Est-ce que vraiment ce que tu as fait, ça t'a permis d'aller un petit peu plus loin dans ce que tu fais déjà? Non, en fait, c'est juste, ils perdent juste du temps, tout le temps. Et je dis pas, attention, moi, pour moi, c'est une révolution. Vraiment, je passe énormément de temps dessus. Ça m'aide beaucoup à faire des trucs. Mais je suis très bien conscient que des fois, je vais passer un samedi après-midi à faire quelque chose qui, en fait, a une utilité extrêmement marginale. Alors oui, c'est joli, c'est un dashboard, il y a le truc sexy, genre c'est automatisé, tu mets juste un input ou un prompt et ça te génère plein de trucs et tout, c'est stylé, tu vois, ça fait joli. Mais la réalité, c'est que ça ne te fait pas beaucoup avancer. Et toi comme moi, on est assez avancé dans le business. Je dis pas qu'on peut se permettre de perdre du temps, mais je dis qu'on a déjà des revenus qui tombent et on a déjà des systèmes en place. Mais quand tu débutes et que tu passes un week-end sur Claude et que tu arrives le lundi, en fait, t'as toujours pas vendu un coaching en plus, t'as toujours pas fait un post en plus. Par contre, tu as développé un truc de ouf pour faire une appli automatique qui va relier le programme d'un potentiel client avec des résultats et tout. En fait, tu perds juste du temps. Et j'en vois énormément qui perdent beaucoup de temps là-dessus. Moi, ma solution pour m'alléger enfin, éviter de me distraire. Alors déjà, j'ai appris en regardant un live de Hormozy qu'il avait une plaque dans son bureau. En gros, il a genre 3 ou 4 plaques et c'est vraiment genre ce dont il doit se rappeler tous les jours, tu vois. Et il y a écrit Focus is subtraction. Donc le focus, c'est soustraire. Et j'en ai commandé une aussi en métal, je vais la recevoir là, où je vais la mettre en bas parce que moi je travaille dans le salon, et je vais la mettre et je vais la regarder tout le temps parce que vraiment, des fois, je pense que t'as pas besoin d'avoir de nouvelles infos, t'as juste besoin d'avoir la même qui est répétée tout le temps, et ça c'est valable dans le coaching, dans l'entrepreneuriat, dans plein de trucs. Et du coup, c'est ouais, dans les startups, ils disent un avatar, un problème, une solution, 1 million de dollars. Et tant que t'as pas ça, tu développes pas de nouveaux process, développes pas de nouvelles applis, de nouvelles fonctionnalités et tout. Je pense que dans le coaching, c'est pareil. Alors, 1 million de dollars, c'est compliqué. Mais c'est la même chose dans le sens où tu dois dire, OK, j'ai mon offre. Tant que mon offre n'a pas atteint tel palier, nous, par exemple, on dit souvent au coach, en gros, quand vous vous lancez, vous vous fixez des paliers pour augmenter vos prix. Donc, en gros, à 5 clients, vous augmentez vos prix, 10 clients, 15 clients, 20 clients. Et l'objectif, c'est vraiment d'écrire quelque part et de l'encadrer et de le mettre dans un truc comme j'ai derrière, tu vois. De se dire, OK, voici la condition numéro un et de fonctionner comme un ordinateur. Ma condition numéro un, c'est 20 clients en coaching individualisé à 100, 150, 200 euros par mois. Une fois que j'ai ça, je lance ma prog gym. Mais une fois que j'ai ça,
Pas je suis à 8, mais en fait quelqu'un m'a parlé d'une prog-gym, du coup je vais la lancer. Et c'est comme ça que tu verras le plus d'effets de levier au fur et à mesure et d'effets d'investissement, on va dire compound interest, tu vois, je sais plus comment on dit, mais tu vois les Ouais, 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 intérêts cumulés, pardon, ouais. des intérêts cumulés parce que tu auras construit cette légitimité-là qui te permettra d'accéder au deuxième niveau et tout. Mais honnêtement, c'est le truc le plus dur et surtout et au plus, enfin j'ai l'impression et je pense que tu me rejoindras là-dessus, mais au plus tu montes en visibilité, en compétences, on va dire en assise dans ton secteur, au plus c'est dur de dire non aux opportunités. Ouais, et ça, c'est quelque chose auquel je me suis confronté il y a quelques années maintenant. Et j'arrive juste maintenant, je pense que ça fait 3 ans en fait. Ça m'a pris 3 ans pour arriver à dire non à la majorité des trucs qu'on me propose. Et c'est pas parce que j'ai pas envie de les faire, au contraire. Oh, que j'ai envie d'aider, d'aller faire Mais 10 tellement. séminaires le week-end prochain dans toute la France, d'aller en Corse, d'aller à l'île de la Réunion. Enfin, j'ai envie de voir des gens, j'ai envie de travailler avec des gens, j'ai envie d'aider plus de coachs, plus de sportifs, etc. C'est vraiment pas l'envie qui manque, c'est juste la bande passante. Ouais, Et à un moment donné, la bande passante, eh ben, t'as que ça. ouais, Et si tu la respectes pas, eh ben, toi, tu t'y retrouves plus. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans en arrière. Heureusement, et je dis ça forcément avec des pincettes, mais heureusement, ma femme était passée par un burn-out quelques années auparavant. Et en gros, moi, je suis arrivé au stade où je me déplaçais tous les week-ends pour des séminaires partout en France. Je bossais encore, je faisais encore du coaching la semaine, j'avais des suivis à distance, je faisais encore les profilages, je faisais le contenu, je faisais le podcast. Et en gros, j'avais plus envie d'aller travailler. ouais, J'avais plus envie d'aller donner des séminaires alors que je vis pour ça. Je vis pour partager, je vis pour passer du temps avec les gens dans une salle de sport et leur transmettre des choses qu'ils peuvent appliquer ensuite. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, oula, ok, là, il y a un problème. mm, T'as plus envie de te lever pour aller donner un séminaire, mm, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Et en gros, ma femme, elle a bien vu, en fait, la direction dans laquelle j'allais, qui était dans le mur. ouais, Et elle m'a dit, Sean, il faut que tu te calmes parce que moi, déjà, ça m'a pris des années pour ressortir de mm, la situation dans laquelle j'étais. Et si toi, tu t'y mets, on va pas s'en sortir tous les deux comme ouais, ça. Et donc, j'ai vraiment tiré sur les rênes et j'ai commencé à dire non. Et j'ai tout le temps des rechutes où, ah non, mais j'ai dit oui à ça, oui, parce que machin, tu trouves des ouais, justifications. Mais en fait, ouais, encore une fois, au début, presque obligé de dire oui à tout parce qu'il te faut plus d'opportunités, il te faut exactement. plus de revenus, il te faut plus de clients. Mais il y a ce point de pivot qui est Oui, compliqué à gérer sur, ok, maintenant, ça va être contre-productif de dire oui à tout oui, et oui, en fait, tu vas t'embourber. Et c'est comme un petit peu dans l'entraînement où tu fais ça, ça marche. Tu fais un peu plus fort, ça marche. Tu fais deux fois plus fort, ça marche. Et en fait, l'étape d'après, il faut pas le même mode ouais, opératoire ouais, pour passer le exactement. niveau d'après. Si tu fais ça, tu vas dans le mur Oui. aussi. Et j'ai une Euh, question pour toi. Quand tu étais quasiment au burn-out, enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais de ce que tu ouais, me dis, bon, ça a l'air d'être ça. alors, ouais, pas diagnostiqué, Oui, mais disons que j'avais plus tu avais trop des envie signes et j'étais pas avant-coureurs. très très bien physiquement. Ouais, ouais. Ouais. Quand tu étais à ce stade-là, c'était parce que tu avais trop de projets en même temps ou parce que tu faisais le même projet, mais juste tous les week-ends? Ah, trop de choses en même temps. Ouais, mais trop J'essayais de de choses dire différentes. trop de choses différentes Ouais, et surtout j'arrivais pas à moi m'y retrouver. ouais, ouais. Même tu vois, j'avais alors j'ai eu une période assez difficile physiquement où j'ai eu des problèmes de dos où ça m'a empêché de m'entraîner et ça m'a vraiment limité physiquement. Et de ce point de vue-là, ben alors la surcharge de travail a forcément pas aidé. Elle faisait partie intégrante de la situation, forcément. Mais en gros, je m'entraînais plus parce que j'avais mal au dos. Je travaillais trop, je dormais pas assez, donc Mm. j'avais encore plus mal au dos. C'était un petit peu Ouais, ouais. le cercle vicieux. Mais c'est dur. Mais au final, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, des fois, je me retrouve à me dire, ah, mais j'ai que un truc à faire. C'est ah non, 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 il me faut plus de trucs Oui, oui. parce que j'ai l'habitude de jongler avec tout. Mais non, en fait, si je veux être le meilleur dans un truc, il faut que je fasse ce truc-là, H24, Ouais. et que je continue à faire avancer le truc, Ouais, quoi. ouais. Non, mais c'est clair, c'est clair. Et moi, j'ai traversé des phases comme ça aussi compliquées où j'avais trop de charges et tout. Et c'est vrai que enfin, ce qui aide à comprendre un peu ces temps de vie dans lesquels on est, c'est que pour les gens qui nous écoutent, en gros, tu as besoin de passer par la phase où oui, tu vas être proche de la limite parce que tu fais trop, mais c'est normal. C'est la rampe d'accès au succès d'après. Mais il y a un moment donné où quand tu as trouvé ton truc et quand ce truc-là commence à avoir du momentum et de l'attraction, il faut que tu te focuses absolument. Il y en a trop qui tous les 6 mois, en fait, pivotent de business model, pivotent d'offres et se disent, OK, bah, là, c'est celle-là qui va marcher, c'est celle-là qui va exploser, c'est sûr. Là où, en fait, celle d'avant, elle aurait très bien marché si juste tu l'avais fait pendant 24 mois ou 48 mois.
Mais c'est dur de. T'as raison, c'est un truc. Enfin, c'est intéressant. Tu t'as dit qu'on est très récompensé par la nouveauté. Et en fait, faut vite sortir de ce paradigme-là et comprendre que t'es dans des temps de vie et des niveaux différents. C'est-à-dire que même là, peut-être que les gens qui nous écoutent vont dire, ok, bah là, faut que j'arrête de répondre à tout le monde. Mais non, en fait, non, non, réponds à tout le monde. Prends le maximum de coaching possible. Essaye d'aller faire des heures à droite à gauche et tu vas au bout d'un moment trouver le truc, la voie dans laquelle il faut que tu te mettes. Ce que tu as dit là, c'est super important à mon avis, le fait qu'on a tous des saisons dans la vie Mm. et il y a des saisons dans l'entrepreneuriat, dans le développement des activités et donc tu peux pas toujours penser de la même manière. Oui. Et ce que tu as dit, c'est super important aussi, le fait que aujourd'hui, je peux me concentrer sur un seul truc. Et je peux travailler, alors je travaille moins qu'avant, mais je travaille encore pas mal. Mais j'ai donné pendant Oui. des années, j'ai bossé 12 heures par jour au rupteur non-stop. Et forcément, c'est en partie ce qui m'a permis. Alors, est-ce que j'aurais pu atteindre les mêmes objectifs avec 60% du travail en faisant les choses mieux, plus cadrées et en m'éparpillant moins? Absolument. Mm. Mais c'est l'expérience qui forge aussi. Mais accepter que le travailler dur, ça fait partie de l'équation. Oui. Mais ça peut pas être travailler dur pour toujours aux dépens de sa santé. Ouais. Parce que si toi, tu te perds dans l'équation, à un moment donné, ben, Mm. pourquoi tu le fais, quoi? Oui, puis si toi, bah, moi j'ai lu pas mal d'études sur le burn-out et justement les répercussions de ça. Et en fait, c'est pour moi le burn-out. Enfin, je sais pas, tu me corriges peut-être si tu penses que je me trompe, mais c'est pire qu'une blessure sportive, une déchirure, se faire les croisés ou quoi, parce que j'ai l'impression, en tout cas quand je lis les trucs, que tu n'en reviens jamais vraiment. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'as, il y a un peu un truc dans ton cerveau qui switch. T'es plus jamais capable de retravailler comme avant. Et même quand tu travailles, tu n'as pas le même niveau de productivité et surtout, tu as un mauvais rapport, quoi. Éternellement, le lien est un peu brisé. Et du coup, les gens souvent en rigolent, disent, ah, tu vas faire un burn-out et tout. Mais non, si t'en fais un, vraiment, il n'y a pas de retour en arrière, quoi. Donc, il faut l'éviter à tout prix parce que ce qui compte dans ce qu'on fait, c'est la longévité avant tout. Et on n'est pas dans des trucs de start-up où tu vas revendre en 4 ans et puis te barrer aux Bahamas. Là, ce qu'on va faire, on va le faire quasiment pour toute notre vie. Donc, faut kiffer et faut prendre le temps. Ouais. Je suis d'accord avec toi sur le fait que un burn-out, c'est pas anodin. C'est pas juste un Mm. rite de passage, le truc que tout le monde doit Ouais, faire. c'est Non, ça. et si tu peux l'éviter. Ma femme, c'était notamment à la suite de la naissance de notre enfant, qui a 12 ans maintenant. Donc ça commence à dater. Mais en gros, il avait la colique, il avait beaucoup de sensibilité alimentaire. Il n'a pas dormi pendant 2 ans, en gros, Ok. les 2 premières années de sa vie. Donc maman non plus. Et t'ajoutes ça à une situation sous-jacente immunitaire préalable et au final voilà Ok. ça l'a envoyé au fond du trou pendant des années et ça fait maintenant quoi, ça fait 5 ans qu'elle remonte la pente. Ok. Et donc au niveau énergie, à un moment donné on était au stade où elle dormait 14 heures par jour, 12 heures la nuit, 2 heures de sieste tous les jours nécessaires Ouais. pour juste fonctionner. Et c'était même pas pour fonctionner normalement, c'était Ouais. pour je peux me lever et je peux aller à la cuisine, quoi. Mais douleur chronique, fatigue chronique, et au point où quand on se déplaçait, on se posait la question combien il y a de marche entre la voiture et là où on va, parce que s'il y a plus de 10 minutes, ça va pas le faire. Ah Ou ouais, alors il d'accord. faut qu'on cale ça par rapport à la sieste et tout, donc c'était vraiment, vraiment, vraiment sévère. Aujourd'hui, ben, tu vois, hier, elle est allée faire 3 heures de marche dans la forêt. Elle bosse tous les jours dehors avec la propriété, avec les animaux, etc. Ok. Donc, elle est bien, bien mieux qu'avant. Mais t'es jamais complètement sorti, comme tu as dit. Il faut toujours, il y a toujours du boulot à faire pour avancer. Ah Donc, je ouais. pense que c'est clairement, faut pas. Je pense pas qu'il faille glorifier le burn-out. Et se dire que ah ouais mais moi je suis entrepreneur donc je me casse la tête au travail, je dors pas, etc. Mm. Si tu respectes pas les cycles naturels, ils vont revenir et ils vont Ouais. te le faire payer très très cher. C'est clair. C'est clair, c'est impressionnant ce que tu racontes. Je voulais rebondir sur ce que tu disais sur l'IA, un outil tout à fait en vogue aujourd'hui. J'ai ma petite idée sur la question aussi, mais pour toi, quels sont les avantages et les inconvénients de l'IA aujourd'hui? Alors, les avantages, ça permet d'aller beaucoup plus vite dans pas mal de tâches. Je pense surtout, toi, ça doit te fasciner au niveau de l'analyse de données, la compilation de données, le traitement, identifier des angles morts, des choses que tu n'aurais pas vues sur le traitement de données. Et en fait, juste faire un travail qui avant prenait une journée en 10 minutes. Et de ce côté-là, c'est impressionnant. Ça permet aussi d'avoir beaucoup de recul, je trouve, sur ce qu'on fait. L'IA, tous les gens qui disent moi je veux avoir l'IA dans mon business, je veux travailler avec l'IA et tout,
L'IA, c'est des données. C'est-à-dire que si tu as des données, tu peux intégrer l'IA. Sinon, l'IA, elle va juste travailler sur les données qu'elle a eues de tout le monde. En gros, il faut savoir que Claude, ChatGPT, Gemini et tout, ils sont entraînés sur les bases de données, je crois, depuis les années 90 sur Internet. En gros, ils leur ont tout compilé, ils leur ont donné et c'est entraîné là-dessus. Donc, ça veut dire qu'en gros, ils ont accès à tout. Le seul truc qui va faire que tu peux te différencier grâce à l'IA, c'est si tu lui imputes, si tu lui mets des données à toi dans son système. Donc, si tu n'as pas de données, en réalité, t'es pas drivé par l'IA, juste tu utilises l'IA, mais comme tout le monde peut l'utiliser. Ensuite, ça permet vraiment ce gain de temps, ce gain de compétences et de savoir et de connaissances. C'est vraiment, enfin, Claude, c'est quand même incroyable quand tu n'as aucune connaissance sur un sujet, à quel point, à travers des discussions et à travers juste des échanges, il peut t'en apprendre énormément. Moi, je trouve ça impressionnant pour des gens qui débutent, peu importe le milieu. Et du coup, ça sert avant, on regardait un tuto YouTube de 45 minutes. Maintenant, on a un échange de 3 prompts avec Claude et tu comprends globalement le sujet. Donc ça, c'est les avantages, mais il y en a plein. Il faudrait plus faire des cas concrets, par exemple. Mais dans tous les business, il y en a énormément. Les désavantages ou les inconvénients, c'est le côté où plus personne ne réfléchit du coup. Donc c'est un peu, c'est toujours pareil. Quand on a introduit la voiture, bah, les gens ont marché beaucoup moins. Quand on a introduit les trottinettes électriques, les gens même pour des trajets de 10 minutes prenaient ça. C'est toujours la même chose. Quand on introduit une nouvelle technologie, bah, du coup ça remplace des comportements qu'on avait avant. Et bah, les gens réfléchissent moins. On le voit, moi je le vois de plus en plus avec les scripts des vidéos, les descriptions des vidéos, les carousels. Tout vient à se ressembler. Et en fait, tu sens même dans les échanges avec les gens qu'il y a beaucoup moins de travail de réflexion autour de ce qu'ils font et d'intellectualisation. Vu que Claude peut te... En fait, j'ai eu une discussion la dernière fois avec Valentin, qui est un de nos athlètes chez EMF, et il me disait, ah bah c'est simple, moi les cours de la fac, je les mets dans ChatGPT, et puis ça me recrache un résumé. Et je dis, ouais, mais c'est pas le but. Le cours, fallait que tu le lises. C'est comme si moi, je te disais, bah, Titanic, juste, j'ai demandé un résumé à Gemini, et puis ça m'a donné le résumé, et du coup, je l'ai pas vu, mais c'est bon, je connais la fin. Maintenant, en fait, le but, c'est d'intellectualiser le truc, et je pense qu'à force d'être dans une économie justement, d'économie de la réflexion, c'est bon, j'ai les PDF, je vais les mettre dans Claude et ça va me sortir un résumé. Tu oublies qu'en fait, le travail, la vraie musculation cérébrale, c'était de t'approprier les connaissances, en fait. Et du coup, je trouve que, bah, toi, t'as quel âge aujourd'hui, Sean? 37. Ouais, 37. Donc, du coup, t'as dû, au tout début d'Internet, tu avais déjà des connaissances avant que ça arrive et que vraiment ça se soit très présent. T'as dû aller à la bibliothèque, faire tes études, faire tes livres. Moi aussi, mais à moindre degré, puisque quand je suis arrivé au lycée, il y avait déjà Internet à fond. Enfin, c'était déjà très populaire, très utilisé. Et non, et du coup, je pense qu'on va vers quelque chose de très grave où en fait les gens juste ne vont plus arriver à se servir de son cerveau. Et de toute façon, je sais pas si tu pourras le mettre en incruste, mais ça c'est excellent. Sam Altman, il a dit qui est le CEO de ChatGPT, que potentiellement, dans le futur, il verrait un avenir où ChatGPT, Claude et tout vendent de l'intelligence. C'est-à-dire, ils vendent du brain power aux gens, comme aujourd'hui, tu vendrais des kilowatts d'électricité. En gros, ils vendraient ton petit abonnement à chat qui te permet de réfléchir sur des tâches basiques du quotidien. Et ça, il y a une chaîne sur Insta qui est top, c'est en gros, le mec, il dit tous les jours, je dis un truc diabolique qu'a dit un des présidents de la tech, genre un Peter Thiel ou un Sam Altman ou le président de Claude et tout. Et tous les jours, il sort des trucs comme ça et tu te dis, les mecs sont vraiment complètement barjots. Et donc, en fait, c'est leur projet. Donc, faut pas croire, Claude et ChatGPT, c'est quasiment gratuit aujourd'hui, c'est pas pour rien. Parce qu'en fait, petit à petit, ils sont en train de remplacer dans nos cerveaux la capacité de réfléchir. J'ai Je beaucoup l'aurais pas parlé, pardon. pu. Ah non, t'as très bien fait. Et je pense que le point que tu mets en avant là, il est super important. J'ai la chance d'avoir un de mes meilleurs amis, Quentin Galéa, pour ceux qui sont intéressés par le sujet, qui est à la pointe aujourd'hui de l'utilisation notamment de l'IA dans la recherche, Ok. et notamment Claude. Il enseigne des cours là-dessus à l'université. Enfin, il bosse il fait des consultations avec des centres de recherche. Et il donne des conférences partout dans le monde. Il allait parler à Google. Ce qu'il a dit et que je trouve très très important, c'est que à chaque fois que tu gagnes quelque chose avec l'IA, faut te demander qu'est-ce que je perds en contrepartie, Mm. parce que c'est pas net positif. Le net, il est zéro si tu as de la chance, Ouais. mais en fait, tout ce que tu vas perdre aussi dans l'interaction, et tu as parlé de la musculation cognitive, je pense que ça c'est un super terme que tu as utilisé, et le parallèle avec l'activité physique, il est tellement important, C'est vrai. dans le sens de, c'est pas juste le fait d'avoir, je caricature, mais un gros cœur et des gros muscles
qui est le truc important à la fin. C'est tout le processus qui va te mener à ça qui est bénéfique. Et comme tu l'as dit, on arrête de réfléchir, on ne pense plus, on décharge en fait toute cette charge cognitive à l'IA. On se dit, ah ouais, non mais c'est plus facile comme ça, on réfléchit plus, on lit plus de bouquins, parce que je peux avoir un résumé d'un bouquin. Ouais mais frère, le résumé d'un bouquin que tu as lu en une page en disant, ouais maintenant je sais tout, Oui, ben, il y a pas la même chose dans le résumé que dans les 400 pages que tu allais lire. C'est impossible. Et en plus de ça, le fait de lire, c'est important parce que tu t'imprègnes du matériel. Le fait de le lire pendant des jours et des jours et des heures et des heures, et ben ça te force à vraiment mieux l'intégrer dans ta manière de voir le monde et de voir les choses. Et je pense qu'on pense pas assez en fait non, au coût en fait, au coût associé, sans même parler du coût environnemental de l'IA, des data centers, le coût économique. Tu l'as dit, c'est gratuit aujourd'hui, en tout cas c'est virtuellement gratuit par rapport à ce qu'on utilise comme ressource. Et un truc que les gens disent depuis le début des réseaux antisociaux, c'est que quand le produit est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Et c'est pareil avec l'IA aujourd'hui. Et il faut se dire que c'est un outil qui est super intéressant, qui peut être extrêmement puissant, mais qui a des conséquences qui sont extrêmement graves. Et si ça veut dire que tu peux plus réfléchir derrière, c'est problématique. Pour toi, les coachs aujourd'hui, pourquoi ils devraient l'utiliser, pourquoi ils devraient éviter de l'utiliser? Il y a beaucoup de... En gros, il y a beaucoup de sujets par rapport à l'utilisation de l'IA dans le coaching. Je pense que le truc principal, c'est que ça fait réaliser aux coachs, et ça, il y en a peut-être qui vont me défoncer en commentaire, mais ça leur fait réaliser, et peut-être que toi aussi, que le vrai produit que vous vendez, c'est pas la programmation. Et au final, on a trouvé un outil qui, en 3 ans, est devenu meilleur que vous pour de la programmation. Attention à 90%, parce qu'évidemment, il n'y a pas mieux qu'un humain pour aller serrer la main de son athlète, le voir en vrai, sentir que ça va pas, sentir que là, il était overpace ou underpace et qu'il a pas assez, il s'est pas assez reposé, que ça va pas, à intégrer des facteurs externes et tout. Mais dans la rédaction de programmation, la réalité, c'est que si tu donnes à une IA vraiment, toi, imaginons que tu coaches Claudia depuis, je sais pas, 3 ans, tu vois, tu lui donnes tout le recul. Tu lui donnes vraiment toute la programmation, plus les WhatsApp, plus les vocaux, plus les mails, plus les moments que tu as passé avec elle. Et tu dis à Claude, bah écoute, génère-moi les 6 prochaines semaines de sa programmation. Tu lui donnes toutes les échéances et tout. Honnêtement, et je sais pas si t'as déjà fait le test, mais je suis persuadé qu'à 80%, c'est ce que tu vas mettre toi. Tout simplement parce qu'il s'est entraîné sur ce que t'as fait avant, tu vois. Et si on va encore plus loin et que tu lui donnes tous tes masterminds, tous tes trucs, j'ai aucun doute sur le fait qu'il arrivera à être meilleur que toi, peut-être pas demain, mais si tu l'entraînes assez, il arrivera à l'être. Mais du coup, où est-ce que la place où se situe le coach dans cet écosystème-là? Si on lui dit qu'une machine peut le remplacer. Bah, ça se situe dans interagir avec son athlète, l'appeler, aller le voir en vrai, aller échanger avec lui, aller récolter des données que l'IA ne peut pas avoir, donc aller voir autour de l'athlète ce qui se passe, aller lui expliquer les trucs face à face, aller l'appeler, aller prendre contact avec lui. Et la vraie place du coach, elle est là. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui se cachent derrière ce truc de je suis le meilleur programmateur, j'ai le plus grand panel de données, de connaissances, j'ai fait les formations de Sean, j'ai fait les formations de EMF, j'ai fait les formations de Titi, d'Evan Pecon, de tout le monde. Je connais tout. Donc, je suis le meilleur coach et je vais avoir les meilleurs résultats. Et la réalité, c'est que même si tu donnes tout à ton athlète, il pourra en recevoir que, allez, 30%. Et sur ces 30%-là, il y en a peut-être 10 qui vont passer parce qu'il va pas arriver à les intégrer, les assimiler correctement. Et la réalité, c'est que le vrai rôle du coach, c'est ta athlète, connaissance, le coach est au milieu. Et avant, il se plaquait du coup de ce côté-là, connaissance. Maintenant, en fait, il doit dire, OK, bah voilà la prog qu'on a concoctée. 90% a été fait par une IA qui peut le faire avec plus de données que moi. Moi, j'ai ajusté les 10 derniers pourcents et maintenant, je vais m'assurer que ça colle vraiment à toi. Et je vais être derrière ton cul tout le temps pour m'assurer que ça colle. Donc voilà comment, en gros, moi, je vois le rôle du coach évoluer aujourd'hui. Et, et c'est une réalité pour tout le monde. Et je pense que les coachs qui disent que ça ne marche pas ou c'est pas possible, bah, se mettent un peu le doigt dans l'œil et juste veulent pas voir la réalité ou vont la voir un petit peu plus tard, quoi. Tu l'as dit avant, on peut se retrouver à passer des demi-journées ou des journées complètes à faire des trucs et au final t'en ressors et t'as pas grand-chose à montrer. Ouais. Comment C'est est-ce vrai. qu'on trouve le bon équilibre pour les coachs qui se disent bon bah il faut que j'utilise l'IA pour la programmation, je vais m'y mettre. Déjà, est-ce que tu le fais avec les modèles, on va dire commerciaux typiques, ou est-ce que tu vas chercher des modèles de deep learning où tu vas pouvoir donner vraiment beaucoup de data et ils vont vraiment pouvoir bosser sur tes data plutôt Bah, que sur des modèles préfaits? Comment tu vois la chose? déjà, est-ce que toi, tu l'utilises beaucoup ou pas?
Je dirais pas que j'utilise beaucoup. Ok, D'ailleurs, j'utilise de moins en moins, si je suis ok, honnête. Et là où je l'utilise le plus, ça va être pour essayer d'améliorer mes processus de formation. ok. Donc, je vais prendre 1 heure de théorie que j'ai enregistrée, ou je vais prendre 1 heure de classe virtuelle avec les apprenants, et je vais faire des analyses sur ce qu'on a fait, sur ce que j'ai dit, sur ce que j'ai pas dit, à quel point c'était cohérent avec ce que j'avais dit le chapitre précédent, qu'est-ce qui manque par rapport au fil conducteur que j'ai établi depuis le début. Donc, c'est plus de l'analyse sur, en gros, du texte que moi je produis, ou que l'on produit de manière communautaire avec la formation. Ok, ok. Je l'ai beaucoup utilisé lors de notre déménagement en France. Parce que pour tout l'administratif, Ça, c'est top, personnel, ouais. professionnel, l'éducation avec mon fils qui changeait d'école, etc., tous ces changements de système, honnêtement, sans ChatGPT, je sais pas comment j'aurais Mais fait à pour 100%. connaître toutes les règles, savoir tous les Mm. formulaires à remplir. Ça m'a aidé énormément. Mais plus j'avance, et aujourd'hui, c'est une réflexion que j'ai quasi quotidiennement parce que je m'intéresse beaucoup à l'IA et à son développement et à ses répercussions au niveau cognitif, au niveau sociétal, Ouais. etc. En fait, je me retrouve à me dire que, en fait, là où on met notre argent, c'est les choses pour lesquelles on vote. Mm. Et je sais pas à quel point je suis prêt à mettre en fait de l'argent derrière quelque chose Ouais. comme ça qui aujourd'hui nous donne dans beaucoup de cas l'illusion de productivité. Mais quelles sont les conséquences pour les enfants demain? Quelles Mm. sont les conséquences pour l'environnement? Parce que Ouais, t'as raison. on parle d'écologie, on parle de limiter ses déplacements, on parle de CO2, etc. Mais en attendant, les gros data centers aux États-Unis, ils sont pas raccordés au réseau électrique parce que ça prend 7 ans pour être raccordé sur le réseau électrique global. En plus de ça, si on rajoute pas les centrales nucléaires, on peut pas les alimenter parce que ce qu'ils consomment, c'est absolument ahurissant. Ouais. Du coup, on a des grosses génératrices à diesel qui tournent à l'extérieur, qui polluent l'environnement. Les gens autour, ils ont des répercussions sur leur santé et sur l'eau et sur toutes ces choses-là qui sont sans égal, honnêtement. Et donc, moi, je me pose la question de manière un peu plus générale, à quel point j'ai envie de voter pour cette technologie-là, Ouais, ouais. qui, autant incroyable soit-elle, là, les coûts, en fait, ils sont pas internalisés. Mm. Tu vois, dans le sens, c'est comme tu disais, c'est virtuellement gratuit. Ouais. Et j'ai entendu des chiffres récemment pour un abonnement de 20 balles par mois. En gros, ce que ça coûte juste pour le processing de data derrière, dans les data centers, il y en a pour entre 80 et 100 euros. Donc, en gros, c'est hautement sponsorisé par par ces entités-là pour que tu l'utilises plus. Ouais. Parce que à l'avenir, quand tu en seras dépendant, comme tu l'as dit, parce qu'on aura perdu cette capacité de réflexion, bah, on sera obligé de payer 100 balles, 200 balles, 300 balles Ouais. par mois pour l'utiliser. Donc, en gros, ils opèrent à perte. Ça, c'est clair et net. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir avec tout ça? Je me pose beaucoup la question et je sais pas dans quelle mesure je veux Ouais, soutenir ouais. un outil comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais tellement intéressant. On pourrait dédier l'épisode à ça hein, parce que franchement, il y a plein de sujets. Mais j'ai envie de rebondir, mais en même temps, tu m'as posé une question, donc je vais répondre par rapport au Re- coach. En gros, ce qu'ils doivent faire avec l'IA Mais et ce qu'ils doivent. rebondis aussi après, je pense Oui, que c'est oui. bien si on continue sur Non, mais le... c'est Ouais. clair, c'est clair. Non, mais par rapport au coach avec l'IA. Alors, en fait, c'est difficile de dire ça maintenant aujourd'hui. Et je pense que toi, tu te retrouves aussi là-dedans parce que du coup, tu es avec des coachs qui maintenant, bah, peut-être se lancent ou se sont lancés il y a un an et maintenant on Claude entre les mains. Ils se disent bon bah, je vais pas m'en servir. C'est comme si on avait Internet et tu me disais bah non, tu retournes à la bibliothèque et tu lis que des livres. Mais en fait, si malheureusement, va falloir pour le moment faire essayer d'enlever les petits trous, de rouler avec son vélo, de tomber, de se casser un peu la gueule, de faire des trucs pas top, de savoir qu'il y a cet outil qui est là, qui peut nous aider, mais qu'on ne doit pas l'utiliser tout le temps. Parce que si tu développes pas le skill toi-même, et ça c'est valable pour tout, pour l'écriture, pour faire des posts, faire des montages, faire des vidéos et faire de la programmation, il faut que tu le développes toi-même, sinon tu seras incapable de développer le skill avec une IA. C'est vraiment comme si tu faisais 100% de tes devoirs à l'école avec le professeur à côté de toi qui, tu sais, qui te mettait la main sur le poignet et qui te disait non, ça faut que tu changes comme ça et tout. En gros, tu n'apprends jamais, quoi. Donc, moi, je suis très content d'avoir commencé ce travail-là dans le marketing en 2020 et d'avoir commencé à utiliser ChatGPT qu'en 2024, au final, quelques mois après que ce soit sorti, c'est sorti en novembre 2023. Hmm. Et vraiment, je remercie franchement le timing que la vie m'a donné parce que vraiment, je pense que ma vie aurait été totalement différente si je m'étais lancé en 2023. Et du coup, j'aurais jamais appris à rédiger. En fait, moi, j'ai fait des carousels. Des fois, des carousels me prenaient une matinée à faire, à 8 heures midi, pour sortir un carousel qui allait faire 60 likes. Et en fait, je suis trop content d'avoir passé ce temps parce que moi, j'ai vraiment travaillé dans le dur et j'ai travaillé comme ce que je disais tout à l'heure, ma musculation cognitive, tu vois, de réfléchir, de comprendre ce qui allait retenir l'attention, comment passer un message qui fait ça en ça et en 10 slides
et comment savoir que enfin telle personne allait enregistrer, ça allait faire réagir et tout. Et ça, c'est ultra important. Et pour les coachs, les programmateurs et tout, c'est vraiment ne vous éloignez pas des mains dans le cambouis et du terrain. C'est ultra, ultra, ultra important parce que sinon, c'est impossible de superviser une IA. Je pense que beaucoup de gens délèguent en fait leur intellect et leur capacité de réflexion à Claude et à ChatGPT en leur disant voilà toutes mes infos, prends les décisions, où est-ce que je dois dépenser, qu'est-ce que je fais avec ma femme, qu'est-ce que je fais avec ma maison, qu'est-ce que je fais avec mon truc de déménagement et tout, je sais pas. ChatGPT leur pond un truc. En plus, c'est prouvé que ChatGPT est ultra consensuel. Donc, peu importe ce que tu lui dis, il va aller dans ton sens. Donc, c'est ultra dangereux. Et même si tu lui dis, justement, il y a tout le temps cette théorie-là de, tu sais, tu peux prompter à l'intérieur du ChatGPT pour lui dire ne sois pas en accord avec moi et tout, mais c'est pas vrai, ça marche pas. Donc, c'est ultra dangereux de réfléchir comme ça. Et ouais, pour moi, les coachs, c'est vraiment s'en servir le moins possible et s'en servir pour alors enfin, pour avoir des inputs, mais que ça reste eux les ultimes décisionnaires de ce qu'ils vont mettre dans le programme. C'est-à-dire, voilà les données de mon athlète sur sa progression au rameur sur les 16 dernières semaines, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, réponse A, réponse B, réponse C, réponse D, et tu te sers de ces données-là pour agir, parce que c'est quand même plus facile dans la visualisation et tout, mais c'est tout. Voilà. Et par Sup- rapport au débat global sur l'IA, excuse-moi, je répondis, je suis Vas-y, 100% vas-y. d'accord avec toi, je pense qu'il faut faire ultra gaffe à notre utilisation, faire ultra gaffe à ce que ça nous enlève, t'as raison, dans le sens où là, c'est pas un net zéro, c'est-à-dire que ça n'apporte pas que du positif, en fait, d'avoir une IA ultra puissante qui fait tout à ta place, et le négatif, bah, les coûts, on les paye au long terme, on est en train de s'apercevoir qu'en fait, d'avoir développé TikTok en 2018, Insta Reels en 2016, et d'avoir des gens qui scrollent 2 heures par jour, on se rend compte en 2026 que du coup, 90% de la population aux États-Unis est TDAH ou diagnostiquée TDAH. Tu te retrouves avec des gens qui n'ont aucune capacité à faire des trucs durs, qui ont leur circuit de dopamine complètement cramé. Mais ça, tu t'en rends compte 10 ans après. Hmm. Et encore, tu t'en rends compte. Ça veut pas dire que tu agis dessus. C'est-à-dire que là, il y a une prise de conscience et que peut-être il y a des mesures qui vont arriver plus tard. Et je pense que l'IA, ça va être pareil. Moi, la dernière fois, on était à Stockholm et en gros, bah évidemment, tout était écrit en suédois, donc il y a des endroits où je comprenais rien. Et en fait, d'un coup, c'était la première fois que ça m'arrivait, je me suis dit, tiens, je vais demander à ChatGPT comment on fait ça. Mais c'était un truc ultra simple. Alors c'était un truc vraiment juste, si j'avais réfléchi 10 secondes, j'aurais compris. Et en fait, je me suis dit, non, non, mais là, là, il y a un problème. Ça veut dire que là, en gros, ma réflexion interne, ça a été de déléguer cette réflexion à un outil. Et tu vois, c'est pas genre appeler un pote ou demander à un passant dans la rue. Parce que oui, là, tu délègues ta réflexion aussi, mais c'est humain. Non, là, c'était demander à un outil comment réfléchir. Et je me suis dit, OK, là, il y a un problème et là, il faut que je le dose parce que c'est pas normal, en fait. C'est que ce changement-là soit arrivé aussi vite. C'est marrant que tu aies dit dose parce que le mot que j'avais en tête, c'est dépendance. Tu vois? C'est ça, Là, mais t'es obligé. Mais c'est comme les réseaux, t'es obligé de. Moi, j'ai plein de systèmes sur mon tel pour me limiter ma consommation. Sinon, je suis incapable de me limiter tout seul. hmm. Ouais, moi, je me force maintenant à alors lire des bouquins déjà. Alors, je me force, je le fais pas à contre-cœur parce qu'il y a des choses intéressantes que j'ai besoin d'apprendre et que j'ai envie d'apprendre. Et autre que les bouquins de 400 pages, je vais pas y arriver avec Claude. Et même si ça m'a aidé sur certains points, hein, comme tu as dit, pour réfléchir et pour avoir un miroir avec lequel travailler, si tu veux, 100%. qui te renvoie des trucs et après c'est toi qui prends les décisions. D'ailleurs, je voulais rebondir avec un exemple là-dessus avant de reparler de la dose et de la dépendance à l'IA. Moi, je l'utilise par exemple pour faire les résumés de consultation. Quand je Ouais, bosse ça, c'est avec top. un coach ou un athlète, on fait 1 heure de consulte, on bosse sur que ce soit ton projet sportif, ton projet pro. Et à la fin, bah, je prends le transcript, je le donne à l'IA, j'en sors un résumé, je note en bas du transcript ou du résumé de la consulte que c'est généré par l'IA et relu par mes soins, parce que je relis, parce qu'il va faire des fautes d'orthographe sur des mots, sur des noms, sur des Mm. marques, des choses comme ça, parce qu'il ne les connaît pas. Oui, Ou alors, de toute façon, c'est un modèle prédictif, donc il ne réfléchit pas, oui. sauf si, et ça je pense que c'est important pour que les gens s'en rendent compte, c'est que l'IA, on dit intelligence artificielle, sauf si on parle de deep learning ou de machine learning, qui sont des processus avancés que 99,9% des gens auxquels n'ont pas accès et n'ont pas les compétences pour le faire. Les outils qu'on a aujourd'hui, les Claude, les ChatGPT, c'est pas de l'intelligence, c'est des modèles prédictifs, c'est des modèles statistiques, c'est-à-dire si je mets ces 3 mots avant, qu'est-ce qu'il y a comme 4e mot qui va apparaître. Donc ils sont devenus extrêmement forts avec toutes les datas qu'on leur a données, mais c'est pas de l'intelligence. Et Oui. d'ailleurs on le voit avec tous les fails de l'IA qu'on peut Ouais. retrouver tous les jours sur Ouais. Internet. Pour revenir à ton histoire de dose,
Euh, est-ce que ton avis, l'IA, ça va être la nouvelle dépendance après les réseaux de ces dernières années? Est-ce que Ouais. on est en train de devenir dépendant de ça? Si t'es coach prépa physique ou kiné et que tu veux enfin maîtriser la programmation de l'endurance, tu peux rejoindre ma formation accompagnée, le Mastermind Endurance de Upside Strength. La saison 5 débute en septembre 2026. Tu peux rejoindre la liste d'attente en cliquant le lien dans la description et reste bien jusqu'à la fin de ce podcast pour en apprendre un petit peu plus sur cette formation et comment elle se déroule. Ouais, je sais pas si tu as vu mes contenus sur les Enhanced Games et on a fait un podcast avec EMF sur ça, sur le Hmm. dopage et moi j'ai fait deux vidéos sur ma série un peu il faut qu'on parle du marketing sur les Enhanced Games et je pense qu'on va aller vers une société de bon c'est le souhait profond de Peter Thiel qui dirige une cinquantaine de startups aux States et qui est il a été récemment pris. En fait, ils se sont rendus compte il avait un club de 50 millionnaires et quelques milliardaires où en fait, ils faisaient des réunions secrètes et dedans, ils échangeaient. Et en fait, c'est eux qui dirigent le monde, quoi. Et eux, leur vision, c'est le transhumanisme. Et je pense qu'on va aller petit à petit vers un transhumanisme physique. Donc, on va augmenter nos capacités réelles avec tout ce qui est toute la démocratisation des peptides aux États-Unis. Les NS Games, c'est ça, hein, c'est la vitrine et le Super Bowl de la performance dopée. Et donc, en fait, c'est populariser et légaliser le TRT ou la TRT, pardon, toutes les peptides, tous les cocktails de peptides, genre ils ont un truc qui s'appelle cocktail Wolverine, qui en gros te Hmm. permet de mieux récupérer, mieux dormir, mieux t'entraîner, Hmm. être plus fort, avoir plus de testo et tout. Et on va aller vers un transhumanisme aussi intellectuel, avec les trucs de Neuralink et tout, où en fait on va te dire, demain, tu peux avoir une puce dans ton cerveau qui te permet d'augmenter ta réflexion, tu vois. Et ça va pas être, la transition ne va pas être, demain t'as un bras bionique, ça va être, demain t'as une mini puce que tu peux activer vraiment quand tu veux, et elle peut te donner un petit boost d'intelligence pendant 10 minutes avant qu'il n'y ait plus de batterie, tu vois. Ça va être des petits switches comme ça, mais en fait petit à petit on va arriver vers un truc où on va te dire, bah maintenant comme dans, tu regardes Black Mirror ou pas du tout? J'ai regardé les 2 premières saisons, je crois. J'ai arrêté après parce que sinon je dormais plus. Ouais, c'est terrible. Dans la dernière saison, justement, il y a un épisode qui m'a fait pleurer carrément. C'est, en gros, il y a une femme qui a un problème cérébral et elle a un accident et en gros, il lui remplace cette partie-là du cerveau par un peu comme un Neuralink, tu vois, une partie du cerveau qui est faite par un robot. Et cette partie-là, en fait, au début, elle est remboursée par son assurance maladie. Puis son assurance maladie fait défaut, donc c'est elle qui doit le payer. Et l'abonnement augmente petit à petit. Donc au Hmm. début, c'est 30 $ par mois, puis après c'est 300. Puis après, en fait, c'est 300 et si tu payes pas, t'as des pubs. Ou alors tu es fatigué, donc tu dois dormir plus longtemps. Et en fait, ils se retrouvent complètement acculés par les factures et les abonnements qui font que augmenter. Et en fait, elle doit dormir 19 heures par jour pour avoir, je crois que c'est ça, hein, ou alors entre 12 et 19 heures par jour pour avoir genre quelques heures de réveil. Et pendant ce réveil-là, elle est complètement fracassée parce qu'en fait, il limite sa bande passante. Comme là, t'as 50 gigas par mois, tu vois. Hmm. Bah elle avait une bande passante limitée, elle pouvait pas aller au-delà d'un truc et tout. Et je pense que, en gros, cette vision-là de Black Mirror, elle va se répercuter sur notre capacité à réfléchir. En gros, on t'enlève cette capacité à réfléchir, après on te la revend, on t'enlève ta capacité à produire de la testostérone tout seul et on te la revend derrière. Et en fait, tant qu'ils n'auront pas pris absolument tout ce qu'on a et nous l'auront revendu sous forme d'abonnement ou sous forme de paiement mensuel, bah, je pense qu'eux n'auront pas fini le jeu, quoi. Donc voilà pour moi vers quoi on va avec ces trucs d'IA. Vu que tu as bien poncé le sujet et j'invite tout le monde à aller s'intéresser à Peter Thiel et à Palantir et à tout ce qui se fait au niveau global, si vous n'avez pas encore entendu ces noms et ces entreprises et ce qu'elles font dans le monde aujourd'hui pour ou contre notre démocratie et notre santé, comme tu l'as bien dit là. Comment tu gardes une perspective positive sur l'avenir et qu'est-ce que toi tu vas faire pour éviter ça? Ou alors est-ce que tu vas acheter la puce et tu vas payer l'abonnement et tu vas dormir ce qu'il faut? Non, je pense que garder une perspective d'avenir positive, je pense que de tout temps, si tu regardes nos parents, nos grands-parents et tout, il y a toujours eu, je veux dire, l'espèce de futur dystopique qui était au-dessus des gens, même à l'époque de 1984, le bouquin qui est sorti avant 1984, évidemment. Il y avait déjà tout le temps cette promesse de futur complètement négatif, noir, avec des rébellions, de la surveillance et tout et c'est jamais arrivé à proprement parler. C'est-à-dire, ça s'est jamais transformé en guerre civile et tout ça. Donc, je pense que moi, il y a encore une lueur d'espoir.
Pour moi, vraiment, la vraie, enfin, le vrai facteur différenciant, ça va être la capacité à réfléchir par soi-même et la capacité à rester loin des écrans. Je pense vraiment c'est ça, la capacité à être enfermé toute la journée dans un bureau, à être capable de produire du travail, produire de la réflexion, produire de l'intellect, sans forcément être branché à une machine tout le temps. Et quand je dis machine, ça peut être téléphone, ordinateur, n'importe quoi. C'est vraiment cette capacité-là qui va nous différencier. Et tu le vois en fait avec les jeunes, par exemple, pour moi, c'est pour eux que j'ai le plus peur. Nous, je pense qu'on est protégés, tu vois, jusqu'à genre les années. Moi, mon frère, il est né en 2007. Jusqu'à ces années-là, tu vois, 2007-2010, je pense qu'on est à peu près protégés en dessous. Mais au-dessus, franchement, là, j'ai un pote, son fils, il est né il y a 2 jours. Tu vois, je me dis, mais dans quel monde il va grandir, quoi? Tu es né en 2026 avec tout ce qu'on a aujourd'hui. Et sachant que quand lui, il va être en âge de les utiliser, on sera 15 ans dans le futur. Donc, je sais pas à quoi ça va ressembler. La manière de se protéger, c'est ça, c'est garder des capacités de réflexion, garder le travail rustre et de ne pas être tout le temps dans l'accélération. Comprendre que l'apprentissage il se fait avec le temps, nos cerveaux sont faits comme ça, et le but c'est pas tout le temps d'aller plus vite. En fait, c'est pas tout le temps d'avoir plus de résumés, plus de synthétisation, plus de condensés de livres, de condensés de podcasts. C'est de prendre le temps de faire les choses. Et si on développe ces outils en interne, personne pourra venir nous chercher notre cerveau et nous le remplacer. Par contre, si nous on délègue cette capacité-là, on va nous la revendre d'un autre côté le jour où on sera plus capable de la développer nous. Et aussi un truc auquel les gens devraient beaucoup s'intéresser, c'est les circuits de dopamine. En gros, comment marche la poursuite, la poursuite du plaisir, la poursuite de la récompense, comment fonctionnent ces circuits-là. Et pour moi, c'est à la source de tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que nos circuits de dopamine sont complètement cramés. C'est pour ça que beaucoup de gens sont, pour moi, j'appelle ça dans un état léthargique, tu vois, ils ne peuvent plus bouger, ils se lèvent, ils scrollent pendant 1 heure, ils scrollent tout le temps, toute la journée, ils n'ont pas la motivation de faire quoi que ce soit, ils sont tout le temps dans cet état-là, livide un peu, tu vois, voilà, de malbouffe, je suis complètement dépendant aux écrans, j'ai tout le temps besoin d'avoir de la distraction, je regarde un film, je scrolle en même temps, je suis pas capable de lire un livre, je suis pas capable d'être au resto sans checker mon tel, j'ai pas de sujet de conversation parce qu'en fait mon cerveau il est tout le temps rempli, j'ai jamais le temps de réfléchir. Pour moi, enfin, plus on avance, plus il va falloir trouver des mécanismes pour se défendre contre ça et pour éviter de devenir un zombie, quoi. Le mot accélérationnisme, je pense que Ouais, c'est vraiment quelque chose de super intéressant et j'ai souri quand on a parlé parce que je me retrouve complètement là-dedans. Je suis à un stade aujourd'hui et on revient à ça du début de la conversation, mais on a tous des saisons, on a tous des phases, on a tous différents modes opératoires et on est à différents stades dans notre développement respectif et donc tout le monde ne doit pas penser pareil au même moment, c'est ça que je veux dire. ouais. Mais moi je sais qu'aujourd'hui je fais presque un effort conscient de ne pas essayer de chasser juste la croissance pour la croissance, Mm. de ne pas juste faire plus parce que je peux faire plus. Et j'ai fait un event là en présentiel il y a 2, 3 semaines avec les apprenants de différentes cohortes du mastermind et je leur ai dit dans un monde où on essaie de gagner tout le temps du temps partout, le but de ce week-end c'est prendre du temps. Ouais, ouais, C'est juste de se donner le temps, de prendre du temps, de passer du temps, sans juste devoir le remplir à chaque minute, doit être absolument optimisé, maximisé. On est dans l'extraction de performance. Non, on est là pour passer du temps en tant qu'être humain. On est là pour passer des bons moments, pour rigoler. ouais. Oui, on va faire des activités physiques. Oui, on va développer ses connaissances. Oui, on va faire des trucs qui nous parlent à toutes et tous. Mais avant tout, on est là pour profiter du moment. Et je suis très content parce que les retours que j'ai eus après le week-end, c'était un moment Ouais, c'est suspendu top. dans le temps. Ouais, Tu c'est vois, top. et c'était vraiment l'objectif de se dire, on sort de cet engrenage dans lequel on est, parce que même si il y a cette image, j'y ai fait allusion tout à l'heure, de sortir de la rat race, comme on Ouais. dit, mais tu sors d'une rat race pour aller dans une autre, hein, Oui. en tant qu'entrepreneur. Ouais, ouais. Et en fait, le vrai détachement, c'est quand tu arrives à prendre un petit peu de hauteur. C'est un peu comme... t'es à fond les ballons, la tête dans le guidon, et c'est un peu comme si pendant un instant, t'es détaché de ton corps, tu prends 30 mètres de hauteur et t'arrives à tout regarder et à, disons, jouer sur l'axe vertical plutôt que sur l'axe horizontal. Ouais. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup d'opportunités pour le faire parce Mm. qu'on est presque maintenu sur des rails et maintenu sur cette tangente Ouais, horizontale. ouais. Non, mais c'est clair, prendre le temps, c'est ultra important. Moi, je lance un accompagnement là qui s'appelle Project Orange, justement le lundi. Et une des questions qu'on me pose souvent, c'est où est-ce que tu trouves toutes ces idées? Comment tu fais pour avoir des idées? Comment tu fais pour développer vraiment? Tu sais, dans mes vidéos des fois font jusqu'à 3 minutes, tu vois. Donc j'ai quand même, j'essaie de développer une pensée et tout. En fait, je leur dis, bah, prenez le temps de penser. Le problème, c'est que, en gros, tu te lèves le matin, tu scrolles. Tu prends ta voiture, t'écoutes un podcast.
t'arrives au taf, t'as tout le temps quelqu'un qui est en train de te parler, ou alors tu travailles. Le midi, t'as soit quelqu'un qui te parle, soit t'as une vidéo YouTube. Ensuite, tu fais ton après-midi de taf, c'est pareil. Tu vas à l'entraînement, t'as tes écouteurs, tu rentres, t'as un podcast, tu cuisines, t'as un podcast, tu regardes Netflix. En fait, il y a pas. Et c'est pour ça que souvent, tu vois des. Je pense que toi, t'as pas mal un algo américanisé comme moi, et tu vois pas mal de mecs qui font leur format Yap, tu sais, genre ils sortent de. Tu sais, ils parlent comme ça, d'un coup ils prennent l'iPhone et puis ils discutent et ils parlent d'un sujet pendant 30 secondes. Et t'en vois beaucoup qui le font à la sortie de la douche. Et en fait, j'ai une théorie sur ça, c'est que ils le font à ce moment-là, parce qu'en fait, c'est le seul moment de leur journée où il n'y a pas un écran. Et c'est le seul moment de la journée où vraiment ils peuvent penser, tu vois. Et du coup, ils sortent, en fait, ça y est, il faut qu'ils disent le truc parce qu'ils savent que sinon ça va passer à autre chose et tout. Et ouais, c'est se libérer du temps pour penser, c'est ultra, ultra important. Mais les plateformes sont juste trop puissantes aujourd'hui. Enfin, ça suffit plus pour moi de dire, tu vois ce que tu as dit, genre je me force à pas prendre mon tel, je me force à lire. Je pense que maintenant, il faut se mettre des restrictions, tu vois. On est Mm. tous devenus, il y a un concept, tu connais, non, du coup, j'ai oublié son prénom. Enfin, c'était un gars, ça va me revenir, qui parlait d'obésité cognitive. En gros, il Ok. comparait le début de l'obésité dans les années 80, 90, enfin 70, 80, 90. Donc, la surcharge en sel et en gras saturés et en sucre de toutes les boissons aux États-Unis. Avec aujourd'hui ce qu'on a, on est dans une obésité cognitive parce qu'en fait, on a les mêmes mécanismes, tu vois. La personne qui est sur son canapé, qui peut pas s'empêcher de remettre les mains dans le paquet de chips, c'est la même chose que la personne qui est sur son lit, qui est léthargique et qui arrive pas à arrêter de scroller, tu vois, et ça nous arrive tous. Et cette obésité cognitive-là, on ne la limite pas en disant ah tu devrais aller un peu plus marcher. Non, on la limite en disant tu vas plus acheter de chips, tu vas vider tes placards, tu vas vider ton frigo et tu vas aller faire tel nombre de pas par jour. Et tous les jours, tu me fais un truc sur MyFitnessPal, tu me fais remonter et tout. Et je pense qu'avec nos téléphones, on doit être dans la même démarche. Moi, j'ai deux apps qui sont pas mal pour ça. C'est Tap Out. En gros, c'est un petit galet que j'ai chez moi qui est genre comme ça, tu vois, qui est posé sur le frigo. Et en gros, je dois physiquement aller tap out mon téléphone pour ne plus avoir accès à Insta. Et je peux pas débloquer les applications si je vais pas sur le frigo. Donc ça me permet de limiter. Au moins, je peux le monter avec moi quand même, être sur WhatsApp et tout, mais pas avoir accès aux médias sociaux, pardon. Et OneSec, c'est une application que quand tu la déverrouilles, tu as un écran qui s'affiche et c'est toi qui sélectionnes, c'est randomisé. Donc des fois, tu as un écran, des fois, tu en as un autre. Tu as minimum 10 secondes d'attente avant de pouvoir aller sur Instagram. Donc ça évite le mindless scrolling. En gros, le truc, tu es à la caisse, tu t'en rends même pas compte et tu vas sur Insta. Et en gros, ce qu'il faut casser avec les réseaux sociaux pour que les gens comprennent, c'est l'habitude. En gros, le cerveau, si tu lui donnes à chaque fois la même suite d'étapes, par exemple, tu dis, là, demain, tu mets une appli sur ton téléphone qui te bloque Insta, et pour aller sur Insta, tu dois faire un calcul, tu vois, une addition. Mais en fait, le premier jour, ça va te faire chier, le deuxième aussi, mais le troisième, tu vas la faire, l'addition, et tu vas quand même y aller. Mm. Ce qui casse l'habitude, c'est d'avoir de la randomisation et du côté aléatoire. Du coup, et là, ce qui est fort dans cette appli, c'est qu'à chaque fois que tu vas dessus, ça te propose un écran différent. Des fois, ça te propose même une citation que tu as choisie, ou alors que eux t'ont imposé, et littéralement, ça allume ta caméra frontale. Donc, du coup, tu te retrouves là, c'est comme ça, avec ton téléphone, tu te vois toi-même, tu te dis, putain, je suis une merde, c'est pas possible. Et c'est vraiment pas mal, et je le conseille aux gens. C'est pas des trucs de taré, vraiment, c'est nécessaire, quoi. Quand tu veux arrêter la clope, quand tu veux arrêter les produits sucrés, quand tu veux arrêter la malbouffe, tu passes par des étapes comme ça, même plus complexes et des centres de désintox et tout ça. Je pense vraiment qu'avec les téléphones, on ne s'en rend pas compte, mais dans 30 ans, je suis sûr qu'on aura des études qui nous diront, bah, vous, les gars, voilà les dégâts que ça a fait. Vous avez perdu, X génération a perdu 20% de capacité cognitive sur 10 ans. Ouais, ça j'en ai aucun doute et je pense le fait de se distancer, comme tu as dit, vider ses placards, pas acheter le paquet de chips, le C'est fait de ça. pas juste pas avoir son téléphone tout Ouais, le temps partout quoi. exactement. Ouais. Ça c'est une plaie Mm. et nous on a avec le changement le changement de vie qu'on a effectué il y a un an, on a en gros déménagé de la ville, on habitait au 8e étage dans un appartement Ok. et on habite maintenant dans une maison au milieu de la forêt. Et le premier Bon, voisin ça il doit est faire du bien. à premier voisin il est à 300 mètres et il a 23 vaches et nous on a plus de poules que lui il a de vaches et au final de passer du temps dehors tous les jours et d'avoir des trucs à faire dehors tous les jours, Ouais, moi je sais que ça m'a changé la vie. Et autant clairement. au niveau de ma santé que de mes niveaux de stress que de ma qualité de sommeil, parce que quand le matin tu faut te lever, faut sortir les animaux, faut leur donner à manger, t'as pas le choix. C'est pas pour toi, et le téléphone on s'en fout. Hier j'ai passé 4 heures à faire des clôtures dehors, j'étais dehors sans mon téléphone. Et j'ai écouté, j'ai mis un album de country, j'ai écouté de la musique sur le haut-parleur. Et quand le speaker était mort, je suis pas allé chercher la batterie, j'ai laissé, j'ai juste fait mon taf. Et donc j'étais dans ma tête, mais dans le moment présent pendant plusieurs heures. Ouais. Et moi, c'est quelque chose qui me sauve.
qui me sauve Ah dans le bah, sens où avant j'avais vraiment beaucoup plus de cette addiction. Je dis pas que je l'ai pas, je l'ai plus, mais clairement en termes de degré, c'est ça. Du fait que j'ai réduit la dose, j'ai aussi réduit la dépendance et je pense que ça c'est la distance en fait qu'on peut avoir avec ça et que tu l'as dit hein, pour les enfants, c'est vraiment terrible aujourd'hui mm. et je pense qu'on se doit de maximiser en fait cette distance entre eux et ces technologies parce que c'est des choses qui sont extrêmement dangereuses au final et néfastes comme tu le dis C'est quoi. super ce que tu as dit sur la dose et la dépendance et le lien entre les deux. En gros, tu peux pas passer de ça à sa dépendance à ça d'un coup, tu vois. Tu peux pas inverser les leviers. Il faut, ok, on baisse un peu la dose, on passe de 2 heures par jour à 1h40. Et en fait, petit à petit aussi, ton besoin va être de moins en moins important. Et trop bien ce que tu fais. Franchement, j'aspire à avoir cette vie d'ici 10 ans aussi, de complètement reclus et avoir quand même tout mon espace pour bosser, mais moins dans la ville. Et surtout, t'as raison, les trucs à l'extérieur. Bah, en fait, c'est la dopamine naturelle, c'est ça. C'est voilà, bah là il n'y avait pas de clôture. Pendant 4 heures j'ai tiré une clôture, maintenant il y a une clôture. Bah voilà, ta dopamine elle est là, tu vois. Elle n'est pas dans scroller 450 réels. Et en plus tu as ce côté accomplissement physique qui va Mm. rester. Ça se perd en fait aujourd'hui, ça se perd vraiment. Ce que tu as dit sur la dose, j'ai une petite anecdote qui est un peu malheureuse. On a eu la nièce de ma femme qui est venue à la maison pendant 2 mois l'année dernière. Elle a 19 ans, 20 ans. Et ouais, forcément, accrochée à son téléphone du matin au soir. Et Lynn lui a gentiment parlé. Alors petit à petit, elle l'a pas dit genre premier jour, c'est comme ça, mais elle a dit tu voudrais essayer de me donner ton téléphone pendant 2 3 heures ce matin pendant qu'on va faire ça ou ça dehors. Et elle a fait une crise d'anxiété Ah ouais. et le niveau de dépendance du fait que tu peux pas fonctionner sans. Et moi, c'est quelque chose que ma femme me dit depuis des années. Et en gros, elle touche quasiment plus son téléphone. Elle a atteint le niveau GOAT de notre ère. Et moi, je me bats pour me dire non, t'as pas besoin tu vas marcher avec ton chien, t'as pas besoin de mettre Strava. Pas T'as besoin d'un pas besoin podcast. de quantifier le truc, t'as pas besoin d'écouter un podcast. Et j'y arrive de plus en plus. Maintenant, je prends plus je garde mon Strava quand même quand je vais courir parce que j'aime bien quantifier ma progression. Ouais. Mais c'est vraiment compliqué. Mm. Est-ce que tu vois d'autres aspects dans le coaching aujourd'hui qui sont affectés par les technologies qui nous entourent Mm. et dont les coachs doivent être conscients pour bien travailler? Ouais, un gros problème, mais que j'ai aussi, c'est la capacité à se focus pendant les séances, avec toutes les distractions du téléphone. C'est pour ça que nous, ça fait des années qu'on recommande le whiteboard, absolument, ou le notebook, et d'écrire sa séance, de la faire et de mettre son tel en mode avion. Moi, j'y crois plus au mode avion. Tu finis toujours par l'enlever. C'est maintenant, on enlève le téléphone carrément, et tu vois un gain de ouf en termes de concentration, de présence. Et ouais, pour moi, c'est ça les effets, les gros effets néfastes des médias. Après, bon, on peut pas faire, on peut passer en revue aussi le côté Instagram, les stories, les posts et tout. Ça, c'est un autre délire. On n'en parle même pas, mais juste sur le côté cognitif et être présent, je pense que voilà, on a perdu cette capacité malheureusement à être dans le moment présent. Et moi, c'est pour ça que dès qu'avec ma copine on va au resto, soit je lui donne mon téléphone, elle le met dans son sac, soit je le laisse à la maison. Et ça me fait un bien fou de savoir qu'il est pas avec moi, de savoir que personne peut me déranger là, jusqu'à ce que je rentre et je choisisse de le regarder. Je peux pas avoir de mauvaises nouvelles, je peux pas avoir de mails que j'ai pas envie de lire, je peux pas avoir de notifs que j'ai pas envie de voir. Et ça fait un bien fou vraiment. Et je conseille à de plus en plus de gens de faire ça. Et ouais, pour moi, c'est ça, ouais, les gros problèmes. Et du coup, les coachs doivent être conscients que leurs athlètes font probablement ça et l'intégrer dans leur réflexion aussi, de se dire, tiens, bah là, il a pas réussi à appliquer la consigne. Est-ce que c'est parce que ma consigne n'était pas bonne ou est-ce que c'est parce que peut-être que lui était déconcentré dans sa séance, était plus concentré à regarder son téléphone ou à se filmer, à voir les bons angles et tout pour sa story, plus que pour faire l'exercice correctement. C'est quelques paramètres à intégrer, ouais. Toi qui bosses aussi dans le management Ouais. d'athlètes, comment tu gères cette part avec eux justement de dépendance, l'impact des réseaux sur l'image de soi, sur le FOMO? Mm. Aujourd'hui, ça doit être difficile pour les athlètes de se concentrer sur le taf au final. Ouais, ouais. Et de peut-être parler aussi de cet équilibre fin et problématique entre athlètes et influenceurs. Comment tu vois la chose aujourd'hui? Ouais, c'est un sujet super intéressant. Merci de m'amener là-dessus. En gros, je pense que c'est une vraie chance aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, pour moi, ça restera toujours une chance d'avoir les médias et d'avoir cette capacité à se mettre en avant.
et ce devoir qu'ils ont aujourd'hui de se mettre en avant, c'est vraiment ultra important pour eux. Et aujourd'hui, si tu es un athlète, même si tu n'as pas les meilleurs résultats, parce qu'il y a qu'un podium et il y a que 3 marches dessus, si tu n'as pas les meilleurs résultats, tu peux quand même développer une image, tu peux quand même développer des sponsors, tu peux développer de l'attachement avec une communauté et tu peux vivre de ça. C'est quand même exceptionnel. De base, les réseaux, c'est ce que ça a permis. Après, pour le côté dépendance aux résultats et tout ça, enfin aux résultats FOMO et tout ça, c'est vrai que les réseaux, de manière globale, j'ai l'impression que de plus en plus, tout ce qui passe sur les réseaux est négatif. C'est-à-dire que c'est rare que tu vois quelque chose et tu dis tiens, j'ai envie d'aller parler avec cette personne ou tiens, j'ai ce post-là est positif. C'est-à-dire que quand c'est positif, en fait, c'est neutre et quand c'est négatif, c'est ultra négatif. Ou alors c'est Mm. directement perçu comme une provocation, un clash en sous-marin, un espèce de truc. Tu vois, il y a jamais une perception positive de ce qu'on fait. Du coup, c'est assez compliqué à gérer, je pense, pour la majorité des athlètes. Pour les miens, en vrai, tout va bien. Mais moi, ce que je leur rappelle souvent, c'est rester actif, ultra important. Ne jamais casser la ligne un petit peu de vie que tu as. Si tu t'arrêtes de poster pendant une semaine, ça va être très dur d'y revenir. Et c'est ultra important de le faire tout le temps. Je sais que Alan, par exemple, Alan Kao, ça va faire quasiment 2 ans et demi qu'il poste tous les jours. Avec une fille, avec 20 heures d'entraînement par semaine, avec les déplacements, avec la vie. Des fois, c'est une photo, des fois, c'est un réel travaillé, des fois, c'est un carrousel, mais c'est là tous les jours, c'est ultra important. Et pour moi, ouais, c'est vraiment, ça reste, il le dit très bien aussi, courir ne suffit plus. Tu peux plus juste te permettre d'être bon athlète, à part si t'es premier. Tu vois, je me rappelle quand Fraser a été premier à dominer pendant 5 ans, il mettait une photo toutes les 6 semaines et ça suffisait. Parce qu'en fait, c'est le premier, donc on s'en fout. Mais à partir du moment où t'es pas premier, tu peux pas dire, moi, les réseaux, c'est secondaire. C'est voilà, t'as le droit, c'est l'exception, c'est le premier. Et ensuite, t'es obligé de consommer et de donner à consommer aux gens. Et les gens ont besoin de te voir, ont besoin de passer du temps avec toi et tout. Et c'est comme ça que tu récoltes les fruits, les sponsors, les deals avec les marques, les ventes sur les programmations sportives, les masterminds, les workshops, les séminaires, ce que tu veux. Donc ouais, mais c'est pas une mince affaire. Enfin, c'est un vrai challenge de gérer ça au quotidien. Ouais. Toi, comment, quand tu bosses avec un athlète ou une athlète, comment est-ce que tu négocies avec les marques ou les potentiels partenaires vis-à-vis notamment de ces demandes de il faut faire tant de posts par mois, il faut faire tant de collabs, il faut faire tant de mise en avant des produits. Comment tu fais pour trouver le juste équilibre entre ce qui va faire qu'un partenariat est ce qu'il est et qu'est-ce que ça va, à quel point ça va impacter l'athlète au niveau de la charge simplement de travail et cognitive aussi qui doit impliquer Ouais. là-dedans? On essaye de limiter au maximum le nombre d'activations par mois. J'essaye toujours de driver ce nombre vers le bas. Je trouve que en réalité, c'est important d'avoir une fréquence dans la visibilité pour la marque, mais c'est encore plus important que la marque réutilise son image pour faire de la pub par-dessus. Ça doit pas être à l'athlète pour moi de faire 100% des communications. Hmm. C'est vraiment la marque qui doit des fois venir faire des shootings, dire à l'athlète tiens, on te paye le déplacement à Paris, tu viens présenter la nouvelle collection. Et pour moi, c'est la marque qui doit récupérer ça. Il y a beaucoup de marques qui pensent que payer un influenceur ou un athlète, ça y est, c'est l'intégralité de leur stratégie marketing réside dans ce partenariat et l'athlète ou l'influenceur doit tout faire. C'est pas le cas. Tu dois quand même avoir une créativité, mais elle doit être faite autour de l'athlète en question. Et tu dois imaginer des nouveaux formats et tout. Moi, avec Alan, par exemple, c'est mon athlète qui a le plus de sponsors. On s'est rendu compte à un moment donné qu'il y en avait trop. Alors, le fait qu'il poste tous les jours, ça permettait de diluer le nombre de partenariats et tous les Hmm. partenariats étaient intégrés naturellement dans sa communication de toute façon, puisque, par exemple, c'était NutriPure, Puma, Flytex, enfin, c'est des choses qu'il utilise au quotidien. Donc, en fait, ça coulait de source, quoi. Mais ça, c'était quand même une pression et surtout que, dans la globalité, en fait, toutes les marques étaient exposées, mais des fois, tu en avais qui se disaient, ah bah tiens, là, mois de mars, il manque un post. Tiens, là, il manque une story. Et ça met de la pression quand même, de savoir Hmm. que en fait, t'es le premier du mois, bam, je dois faire X nombre de posts, X nombre de stories. Là, ok, je m'entraîne, mais il faut que je pense à la fin à bien taguer le truc et tout. Moi, je pouvais pas tout le temps être derrière à chaque story ou chaque post, donc on a décidé de réduire un peu le nombre de partenariats pour avoir une meilleure cohérence. Et après, les marques, franchement, enfin, je suis très content des partenaires qu'on a et je les remercie de nous faire confiance et tout ça. Ils gèrent de ouf et tous quasiment font un taf en plus, exactement ce que je disais, de venir à la rencontre de l'athlète, venir faire des prises de vue en plus, Hmm. justement pour réutiliser son image. Là, par exemple, avec les PGZ, ils font un vlog qui est sponsorisé par un de leurs partenaires.
qui vient en fait se plugger sur une opération qu'ils font déjà et ils disent bah voilà, nous dans le vlog il fait 20 minutes, on va avoir 5 apparitions de la marque. Et en fait c'est ultra cohérent de faire ça je trouve. Et donc pour les athlètes comme pour les influx, c'est un petit peu la meilleure manière de travailler quoi. D'en attendre de l'athlète mais aussi de récupérer son image pour faire de la com. Est-ce que tu penses que dans les années à venir, ou est-ce que peut-être c'est même déjà le cas maintenant, les marques qui veulent avoir un retour intéressant sur leur investissement de partenariat avec des athlètes doivent au final agir de la sorte, ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire en fait c'est pas toi tu dois, nous on te sponsorise, c'est pas toi qui dois poster tant de fois par semaine pour nous, c'est nous qui vont venir tant de fois par année, Ouais, bosser avec toi, faire un truc quali, faire un truc différenciant. ouais, On ouais. revient à cette image de marque, de faire quelque chose avec quoi les gens ils t'associent. Ouais. Et est-ce que c'est ça en fait Bah la oui, solution? clairement. Clairement, c'est par exemple une marque dans le CrossFit à laquelle je pense, c'est Rad. Tu Mm. vois toutes les communications qu'ils font, qu'ils ont pu faire avec Daniel Brandon, avec Amy Kringle, avec Josh Bridges, avec leur directeur qui est un ancien Adam Klink. En fait, pour chaque athlète, ils ont créé une direction artistique différente. Et dès que tu les vois, tu sais que c'est Rad. Et du coup, bah, en fait, même au niveau de l'athlète, faut comprendre les deux côtés. D'un côté, tu as les marques. Ok, les marques, globalement, elles ont le choix. Une marque comme Puma ou comme Rad, tout le monde a envie de bosser avec. Tu vois, il y a personne qui reçoit un mail de Puma et qui met un vu ou qui dit non, moi, ça m'intéresse pas. Mais parmi les athlètes, parmi le 1% des athlètes qui peuvent avoir des partenariats, ils vont aller vers les marques qui leur proposent le plus et qui leur proposent aussi le plus de mise en avant. C'est-à-dire que je pense qu'une marque comme Rad, qui est plus petite qu'un géant comme Adidas, Nike ou Puma, elle peut gagner en inventivité, en créativité et en attention et l'attention qu'elle va porter à l'athlète. Et ça, je le dis aussi pour des petites marques françaises ou des gens qui nous écoutent. Une petite marque, elle peut gagner si vraiment son ambassadeur, elle en fait une star. Si elle le met en avant tout le temps et tout. Et c'est comme ça qu'elle va le gagner dans son cœur. Et du coup, lui, il va beaucoup plus parler de la marque, ça va se ressentir et le partenariat va évoluer de manière positive. L'avenir, on le voit déjà beaucoup avec les marques américaines, c'est le whitelisting. Donc en gros, c'est prendre du contenu qu'ont fait les athlètes ou les influenceurs, mettre des ads dessus, mettre le lien traqué de l'athlète ou un lien pas traqué de l'athlète, mais un lien vers le produit, et en fait pousser du budget à travers ces trucs-là. Et imaginons que tu as 100 euros de budget qui part dans la pub, t'as 10 euros qui revient à l'athlète ou 20 euros qui revient à l'athlète, et tu as aussi un pourcentage des ventes. Donc Mm. pour chaque euro dépensé, tu as 20% qui revient à l'athlète. S'il y a une vente, il y a 5%, 10% qui lui sont rétribués. Et c'est comme ça que les marques opèrent aujourd'hui. En gros, c'est plus dissocié. C'est-à-dire que l'athlète est vraiment au centre de la campagne de communication et il n'est pas juste affiché sur le site avec le lien en bio ou le arrobase en bio, tu vois. Il est vraiment genre mis en avant. Donc ça, pour moi, c'est le futur de la com passera par ça et passera par diversifier les formats. Toutes les marques qui lancent des podcasts, qui lancent des training camps, qui lancent des run clubs, ce que fait Noco par exemple en France, Mm. c'est génial. Tu vois, ils sont présents sur tous les trucs. Ils essaient de s'intégrer à la mouvance Aerox avec plein de check-out, plein de power hour et tout. Ça, c'est top, tu vois. Toutes les marques devraient faire ça et moins se concentrer sur OK, là, on aimerait que tu postes 4 fois par mois. Ça reste du digital, en fait. Ce qui retiennent les gens, et encore plus maintenant, c'est les activations physiques. C'est vraiment le côté communautaire, à qui j'ai serré des mains, à qui j'ai checké, qui j'ai pu rencontrer. Avec Alan, par exemple, ils font les Power Hours, ils en font 4 cette année à Marseille. Et en fait, c'est trop bien. Il y a 50 personnes qui viennent, ils passent tous un moment avec Alan, ils échangent, ils boivent une canette et c'est top. Et les marques qui voilà disent juste, bah nous on fait du whitelisting ou on fait juste du post, bah du coup tu perds une certaine partie de la population quoi. Ça vient à bah, peut-être l'antidote à ce monde digital et Ouais, à 100%. toutes les L'analogue. plaies qui viennent avec aujourd'hui. C'est l'analogue en fait. Mm. C'est revenir au vrai, c'est revenir à, tu l'as dit, se serrer la pince, se 2000%. regarder droit dans les yeux et passer du temps avec les gens. Ouais, ouais. Quelle place vont prendre les événements en présentiel dans les années à venir, à ton Bah, avis? 300%. Enfin, vraiment, il faut déjà commencer à investir tout pour que ce soit les marques, les structures de programmation, les coachs et tout. Investissez dans vraiment au début, surtout si tu as une audience qui est disséminée à travers toute la France, tu peux pas faire de meet-up à Marseille si tu sais que le gros de tes athlètes ou ton audience est à Paris. Par contre, tu peux faire des lives déjà, donc tu brises un peu cette barrière, tu vois. Tu peux faire des lives et des rencontres. Les webinaires, ça a jamais aussi bien marché qu'aujourd'hui. Juste le mot, quand on le dit, fait vieux, mais en réalité, moi, je connais des boîtes qui font 10 millions par an et qui tournent qu'avec des webinaires. Et parce que tu as ce côté live, tu as ce côté passer du temps avec la personne. Et en fait, au plus on va vers de l'activation physique, par exemple, là, il y a 247 représente qui a fait un run club à Paris. Il n'y avait pas beaucoup de monde par rapport au monde que connaît Représente, enfin au monde qui connaît Représente et aux consommateurs.
Mais en fait, ces gens-là, ils sont fans à vie après ça. Ils ont serré la main, ils ont checké George Eaton, le président qui a une personal brand super développée et que tout le monde kiffe. Des mecs qui ont pu voir Hunter au championnat du monde, qui ont pu passer un moment avec lui, faire une photo avec lui. Adidas a fait une activation, ils avaient amené Laura Horvath, Chandler Smith, Tim Winnish, plein d'athlètes Adidas de CrossFit et d'Aerox. Voilà, bah, les gens qui ont pu leur poser des questions, qui ont pu passer un moment avec eux, échanger une photo, avoir un autographe et tout, bah, c'est incroyable. Ces gens-là, ils sont fidélisés à vie, en fait, il faut penser à ça. Et au plus, en fait, faut penser un continuum. Au plus tu accumules de minutes avec la personne ou la marque, au plus tu gagnes dans son cœur et au plus tu es fan à vie. Et on va dire que 2 minutes avec la personne, tu lui donnes ton email pour en gros obtenir un lead magnet ou un PDF, tu vois. 10 minutes, tu vas obtenir un programme gratuit. 50 minutes, tu vas lui acheter un cours, un mastermind, un coaching ou quoi. 2 heures de temps accumulé, t'es fan. 6 heures de temps accumulé plus des trucs en présentiel, bah là, toute ta vie, tu seras affilié à cette marque, quoi. Ouais, on en revient au fait que pour les coachs, les gens ils bossent avec toi, oui, pour tes compétences, mais aussi et surtout pour qui tu es, Oui, pour la personne que tu es. ouais, Et ça, on le met peut-être pas assez en avant, le fait de se dire, bah, j'ai ma personnalité, j'ai mes expériences, j'ai mon parcours de vie, et tout ça, ça alimente aussi. C'est pas juste parce que j'ai tel diplôme, telle qualification, telle lettre après mon nom, que je peux te réciter 100%. l'ABC des filières par cœur. C'est qui tu es, en fait, et c'est ce que Ouais, tu ouais. vas donner dans le temps que tu partages avec la personne. Oui, c'est ça, à 100%. Et ouais, du coup, on revient au début un peu de la conversation, mais passer du temps de qualité, en avoir vraiment quelque chose à faire des gens quand ils sont avec toi, Mm. être vraiment intéressé honnêtement et authentiquement à ce qu'ils ont à te proposer, à te dire, et c'est ça qui fera vraiment la différence au long terme. La réalité, c'est que personne n'a envie d'être coaché par une IA, personne n'a envie d'être coaché par une application, un Rena à 7 euros par mois. Tout le monde a envie d'avoir un coach, mais juste les gens, quand tu leur proposes 7 euros par mois ou 250 euros, il va falloir que tu le combles ce gap de prix et que tu le combles par de la vraie valeur que tu apportes et que l'appli ne peut pas apporter. Tu pourras pas la concurrencer là-dessus. Donc ouais, les événements physiques, pour moi, c'est vraiment le futur. Les lives, beaucoup de gens dans infoprenariat misent énormément sur les lives et les webinaires, dont Hormozy par exemple. Et en fait, on est tous en train de graviter on a bouffé du short form pendant 5 ans. On se rend compte qu'en fait, c'est bien pour voir les gens, mais en fait, le rapport au short form, en tout cas, moi, j'ai l'impression et de ce que je vois autour de moi, c'est que les gens le vomissent un petit peu, tu vois. Ils kiffent l'avoir et ils ont pas le choix, pas d'autre choix que de l'avoir. Ils sont obligés de le consommer un peu. C'est un peu leur dépendance, tu vois. Ils sont forcés de consommer ça. Mais la réalité, c'est que quand tu apparais sur le feed de quelqu'un, il choisit pas de te regarder. C'est l'algo qui lui montre. Quand tu fais une vidéo YouTube de 4 heures ou 40 minutes et que la personne décide de manger devant ou de passer une soirée avec toi, c'est un choix. Elle a tapé ton nom dans la barre, elle a cliqué sur la vidéo, elle s'est posée devant. Et juste ce mindset, enfin ce changement de paradigme, il est totalement nouveau et en même temps, tu ne construis pas du tout la même relation avec la personne. Moi, par exemple, sur Insta, je monte jusqu'à 100, 150, 200 000 vues. Sur YouTube, je fais 500 vues, tu vois. Mais ces 500 vues-là, les mecs qui ont passé 40 minutes avec moi à m'écouter parler de mes trucs, bah, ces mecs-là, c'est des vrais fans. C'est des gens vraiment, je sais que si demain je vends un produit, je peux compter sur eux. C'est des mecs qui vont venir si je fais une activation physique. C'est des mecs que je retrouve en call quand je fais les calls gratuits ou payants. Et c'est là, en fait, où le coach doit réfléchir et se dire, OK, je vais pas maximiser ma taille d'audience en premier, je vais maximiser le rapport que j'ai avec mes vrais fans. Et c'est là où tu gagnes en fait au long terme, parce que ces mecs-là deviennent tes ambassadeurs. Enfin, on connaît un peu la suite, mais je pense que c'est toujours important de le rappeler, quoi. Théo, c'était un très grand plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Merci à toi, Je Shane. pense qu'on a fait un beau tour d'horizon. On est passé par des choses un peu plus bright, des choses un petit peu plus dark. Mais en tout cas, j'adore ta perspective sur alors le marketing, le branding. Je pense que tu as vraiment quelque chose de cohérent, hein, au niveau global que tu mets en avant et que tu apportes. Et donc, je conseille à tous ceux et celles qui consomment peut-être tes contenus courts d'aller voir les contenus longs aussi C'est clair. et de rajouter quelques vues sur ta page Faut YouTube que j'en fasse plus. pour ceux et celles, alors on doit tous en faire plus du long, pour ceux et celles, bah, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs, 1 heure et demie plus tard sur le podcast. Théo, pour ceux et celles qui seraient intéressés à en apprendre plus sur ce que tu proposes, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, qu'est-ce que tu pousses en ce moment? Alors, je centralise vraiment tout sur mon Instagram pour le moment. Pareil, je cherche à passer sur YouTube. Tous mes contenus shorts sont republiés sur TikTok, YouTube, Insta. Et sur YouTube, justement, j'ai un épisode pour le moment et je vais en sortir un deuxième. Et sinon, tout sur mon Insta. Franchement, tout est noté là-dessus.
Super. Bah écoute, les liens seront dans la description. Merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté l'invitation et pour ce chouette échange. Merci à Et toi, puis, Shane. je te dis à bientôt. Ouais, à bientôt. Ciao. Ciao tout le Salut. monde. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si l'échange t'a plu, n'hésite surtout pas à partager cet épisode avec ton entourage, que ce soit via une story Instagram ou directement sur WhatsApp. Et si tu veux aller plus loin avec moi et te former sur la programmation de l'endurance, je t'invite à en savoir un petit peu plus sur ma formation phare, le Mastermind Endurance, dans le clip qui suit. Allez, c'est parti. Le Mastermind Endurance, c'est la formation dédiée aux coachs prépa physique et kinés qui veulent savoir planifier l'endurance pour leurs sportifs. L'objectif est de développer des compétences concrètes que tu peux tout de suite appliquer sur le terrain afin d'écrire des programmes individualisés et adaptés à ceux et celles que tu coaches. Beaucoup plus simple pour moi de pouvoir planifier. Maintenant, je suis vraiment beaucoup plus rapide. Je sais exactement où je vais et il y a un peu moins d'improvisation. Que tu encadres des crossfitters qui manquent d'endurance, des débutants en course à pied ou en aerox qui veulent éviter la blessure ou des cyclistes confirmés en recherche de performance, cette formation couvre tout ce que tu dois savoir pour planifier avec confiance et compétence. Plus d'assurance et me sentir plus pro. Le format 100% distanciel sur 12 semaines combine des temps d'études en autonomie et des mises en commun avec les autres apprenants afin de progresser sereinement sans surcharger ton emploi du temps pro ou perso. Chaque semaine, tu accèdes à un nouveau module théorique qui pose les bases, des exercices de consolidation pour ancrer tes nouvelles connaissances, des mises en situation concrètes sous forme d'activités pratiques et de cas d'études afin de développer de vraies compétences, et une classe virtuelle avec les autres apprenants pour combiner vos expériences et enrichir votre apprentissage. En termes de formation, sur tout ce que j'ai fait, c'est la meilleure structure que j'ai eue. Je travaille plus au hasard. C'était une de mes meilleures formations que j'ai faites, qui était la plus complète. Cette formation n'est ouverte que 2 fois par année et les places sont limitées. Tu retrouveras toutes les informations ainsi que le lien vers la liste d'attente sous cette vidéo. Avant de te quitter, je voulais t'en dire un petit peu plus sur le sponsor de ce podcast. All You Need Nutrition est une marque de compléments alimentaires de la plus haute qualité made in France. D'ailleurs, quand ils m'ont contacté au début, ma femme, qui est nutritionniste de formation, avait pas mal de questions sur les différentes composantes qu'ils utilisent. Alors on s'est fait un call de près de 2 heures avec Myriam, qui est à l'origine de toute la gamme All You Need. Après l'appel, ma femme était très contente de toutes les réponses que Myriam a pu lui apporter et était plus qu'heureuse de collaborer avec une marque de cette qualité. Et si ma femme dit oui à une marque de compléments alimentaires, moi je suis les yeux fermés. Personnellement, j'adore leur whey que j'utilise après chaque entraînement en renfo ou alors dans mon yogourt le matin si je veux un peu plus de prot. Elle est pas trop sucrée et le goût cacao est top. En plus, elle se mélange vraiment bien. Leur produit One est génial si tu veux un léger coup de boost, en plus de toutes les vitamines et les minéraux qu'il peut te manquer si tu t'entraînes sérieusement. Ma femme préfère prendre une seule dosette, moi j'en prends 2, alors assure-toi de trouver la dose qui te convient. Mention spéciale pour leur shaker qui est littéralement le meilleur shaker que j'ai utilisé ces 15 dernières années. Ça fait plus de 2 mois qu'on utilise leurs produits et on est vraiment très content de pouvoir travailler avec eux. Alors si tu veux soutenir ce podcast, clique le lien dans la description et découvre toute la gamme All You Need et utilise le code UPSIDE pour bénéficier de 10% de rabais sur ta prochaine commande. Merci et à bientôt pour le prochain épisode.